éléments tangibles, vérifiables par tous, pointent que c'est Chiroma qui a gagné. Et de l'autre côté, on a la version officielle qui dit c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé, ça a été compilé par la CONAR, et on se rend compte que la CONAR, la Commission nationale des recours, la Commission nationale des recensements, j'appelle ça la CONAR, hein, puisque c'est des connards qu'il y a là-bas de toute façon. Donc on a la CONAR qui a fait sa compilation et qui a malgré tout retenu les 177 procès verbaux frauduleux. Alors que le mec qui a fait ça lui-même a avoué, j'ai touché 30 millions pour produire ce faux. Vous voyez à peu près les éléments. Donc, tout ça, normalement, quand on est rationnel, ça pointe vers une direction. Mais vous allez comprendre que ce qu'on a parfois comme heuristique de rationalité, les outils que nous utilisons parfois pour fonctionner, ça s'explique mathématiquement. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, attachez vos ceintures, parce que ça, c'est encore des maths. Et c'est des maths un peu au-dessus de ce qu'on a déjà fait jusqu'ici, mais qui permet quand même d'arriver à une conclusion qui est sans appel. Voilà, qui est sans appel. Salut Blaise. Salut Serge. Je voulais juste appuyer ce que tu as dit en disant au Conseil national de recensement, il y a un monsieur qui s'appelle Moussa Njoya qui était là-bas et qui parle exactement de ces PV truqués où le monsieur avoue avoir reçu 30 millions de francs CFA et il dit que eux, là-bas, ils avaient refusé de prendre en compte ces PV et à sa grande surprise, les gens qui ont voulu absolument avoir ces PV, ce sont des... qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les représentants du SIF et j'ai oublié encore notre nom. Il a cité quelques noms, je crois PCN, qui ont absolument voulu que ces PV-là soient acceptés, alors que oui, ils avaient toutes les preuves que voilà que ces PV n'étaient pas acceptables. Et il a aussi ajouté que comme ces PV, il y avait encore d'autres PV de ces gens, donc les gens, surtout des partis politiques, comment dire, l'opposition, ont absolument voulu que ces PV soient comptabilisés, quoi. Et il était, voilà, les messieurs étaient, il était sans voix, quoi. Voilà. Je te peux appuyer ce que tu as dit. En tout cas, merci. J'avais partagé cette vidéo-là dans un groupe, dans notre groupe, où Moussa Diou, vraiment, il était dépassé, quoi. Il dit, c'est les gars de l'opposition qui ont absolument voulu que ces PV soient comptabilisés. Lui, il n'a rien compris. Donc, les fameux 177 PV, là. Voilà. Ouais. Désolé, je suis en train de conduire, donc je vais descendre. Je vais juste appuyer sur la descente. Merci, Blaise. Merci. Donc, voilà. Donc, on a tous ces éléments d'un côté et en face, on a toutes les données qui sont vérifiables. Donc, on va procéder comment? Donc, on va définir ce qu'on appelle en statistique les évidences ou les preuves. Donc, on va travailler comme ça. Donc, on va mettre en place les évidences, prendre les évidences successives et voir comment les évidences modifient les a priori. On va partir d'un a priori très favorable à Paul Biya, hein, qui est un a priori qui est tout à fait justifié et même justifiable. Hein. Donc, on va partir là-dessus. Donc, tapoter, dès qu'on atteint 150, on attaque les maths. Donc, tapoter. Agent 47 qui dit j'abandonne, tu abandonnes quoi? Donc, est-ce que c'est bon? Alors. Non, mais voilà, l'opposition camerounaise, vous voyez bien que tu peux donner des grandes lignes que tu vas aborder. Non, moi je vous ai dit, je vais aborder en fait la comparaison bayésienne entre quelles sont les chances qu'avec tous les données qu'on a publiquement, le Conseil constitutionnel ait raison, quoi. C'est tout. C'est juste ça en fait. C'est fait une analyse bayésienne, partie des éléments qu'on a one by one. C'est en fait traduit mathématiquement le texte de ce monsieur que j'ai lu. Ce que j'ai envie de faire, c'est une traduction mathématique de son texte. Voilà. Montrer que son texte mathématiquement tient la route. C'est pas montrer que c'est pas quelqu'un qui balance des affirmations comme ça, qui balance une opinion. Ce qu'il a écrit n'est pas une opinion. C'était un raisonnement qu'on peut traduire en langage mathématique. On va le traduire en langage mathématique et on va travailler sur cette page. Ça donne quand même quelques pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 pages. Voilà. Donc, il y a quand même un travail derrière pour comprendre que parfois, une affirmation, des phrases, des textes simples peuvent parfois conduire à des grands, à des gros travaux, quoi. Donc, voilà à peu près ce que je vais faire. Donc, on a 2 hypothèses qu'on va tester. Dans l'exemple qui va suivre, on considère que les 2 hypothèses que on teste sont complémentaires pour une raison très simple. Les hypothèses alternatives ici sont quasiment négligeables. Donc, de telle enseigne qu'on peut considérer que l'univers du possible se résume à soit Paul Biya gagne, soit Chiroma gagne. C'est une hypothèse qu'on fait qui est tout à fait rationnelle, hein, avec tout ce qu'on a eu comme élément jusqu'ici, les chances de Cabral. Donc ici, on teste les 2 challengers qui sont en face. Et pour ça, on considère que les autres hypothèses alternatives, Irodi, Liam, je ne sais pas quoi là, Serge Matomba, Joshua Ozi, toutes ces autres hypothèses alternatives qu'on peut appeler HA, sont tellement négligeables qu'on considère que P de HA est égal à 0, de telle enseigne qu'on peut donc considérer que oméga égale à H0, c'est-à-dire Paul Biya gagne, ou H1, c'est-à-dire Chiroma gagne. Voilà, c'est ces 2 hypothèses que nous allons tester ici et en faisant un peu de mathématiques. Voilà, moi c'est l'outil que je maîtrise le plus, c'est l'outil avec lequel je vais raisonner. Et c'est l'outil que tout le monde finit par se soumettre à utiliser, même les sociologues. Voilà. Donc, c'est pas une affaire. Donc, j'ai la chance que j'y suis, quoi. C'est un peu comme si j'ai un outil que tout le monde pour utiliser doit voyager pour venir, pour l'avoir alors que je l'ai chez moi. Donc, j'ai cet avantage-là, quand même, que pour raisonner, je vais utiliser un outil que je maîtrise très bien et qui est très peu trompeur, qui a fait ses preuves et qui marche très bien partout, hein. C'est l'outil d'excellence partout. Et on va pas venir m'expliquer que chez nous, en fait, on a beaucoup expliqué aux Africains que ce qu'ils apprennent à l'école, ça reste à l'école. C'est pour ça qu'il y a des couillons quand ils arrivent ici. Mouf, tu crois que tu as fait l'école plus que qui, hein? Tu crois que tu es allé à l'école plus que qui? Nous aussi, on a fait ça à l'école, hein? Vas-y, c'est quoi une moyenne? Mouf, je suis ton élève, je suis ton élève. Voilà comment ils ont. Ils pensent, en fait, c'est ça, on leur a expliqué que les connaissances qu'ils acquièrent là, c'est juste pour avoir les notes. Ils font juste ça pour que ça reste à l'école. C'est juste pour que ça reste à l'école. Voilà. Rien de plus. On fait ça, on balance ça à l'école, et puis c'est tout. C'est tout. C'est juste pour que ça reste à l'école. Voilà. Donc, quand j'ai partagé, je fais juste quelque chose à 2 secondes, je vous reviens. Donc, non, quand vous apprenez un outil, bah, c'est pour l'appliquer, quoi. Alors, petit... deux petites secondes. Bon, ça ne fait pas sens dans une république bananière, on est tout à fait d'accord. Mais dans une république bananière, il y a de temps en temps des cerveaux qu'on peut sauver. Et je vous dis, hein, si on peut en sauver 2 ou 3 de l'obscurantisme, moi, ça me va. Voilà. Moi, ça me va. Si on peut en sauver 2 ou 3, moi, ça me va. Moi, je fais pas ça pour sauver tout le monde. Tout le monde n'ira pas au paradis, j'ai envie de dire. Tout le monde n'ira pas au paradis. Donc, il y en a qui vont finir en enfer. Il y a des personnes qui sont très confortables avec l'idée de l'enfer, donc ça ne leur fait pas peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, voilà. Donc, je vous disais justement, ces mecs-là, en fait, leur travail, c'est quand ils viennent en live, ils disent tu crois que tu as fait à l'école, tu fais juste ça pour montrer. En fait, non. C'est des outils qu'on a appris, ça sert à fonctionner. Moi, quand je ne sais pas quelle décision prendre, j'utilise des outils, des formalismes. Vous allez chez le marabout. Moi, j'utilise ce genre d'outils. Et je me suis rarement planté. Je me suis rarement planté dans ma vie, quoi. Donc, c'est important. C'est plus fiable que le marabout, les stats. Les stats sont plus fiables que le marabout. Comme on dit en tchang, le gang fou. La statistique, ça dépasse le gang fou de très loin. Et vous savez, les sardinats, ils auraient aimé avoir un comme moi qui, avec les formalismes, comme ça, démonte. Au lieu de ça, on a des giclus qui sont partis prendre un écran de télé. Le dossier, là, ça a été créé. Mais comment on peut être débile à ce point, les mecs? Si Tiroma, les PV de Tiroma sont publics, tous les candidats ont reçu les PV.
Mec, au lieu de te fracasser la tête à ton prêt. En fait, je vous dis les sardinats, même en informatique, vous êtes les plus nuls possibles. C'est vous qui avez dit que 32 gigas égale 500 gigas. Même un sardinat qui a fait l'informatique devient débile. On a des sardinats qui ont menacé des gens, qui ont dit, on connaît votre adresse IP, je vais te dire ton adresse IP. D'ailleurs, attendez, je vous dis ton adresse IP. Et il a fait ça, hop, il retire la batterie de son téléphone, il lit le numéro de série de son téléphone, de la batterie de son téléphone, et il dit que c'est l'adresse IP du gars en face. Voilà ce que vous êtes. Des giclures pas possibles. Vous êtes des grosses giclures. C'est pas possible, à un moment donné, d'être aussi timbré, quoi. Mec, tu vas dans un dossier, un mec publie ses PV. Il existe une méthode plus simple de prouver que c'est faux. Tu vas prendre, tu appelles simplement tous les autres candidats. Tu dis, les gars, pardon. Est-ce que vous pouvez vérifier si dans les bureaux de vote que Thierry m'a affiché là, les résultats que vous avez reçus correspondent à ce qu'il a affiché? Simple, mon ami. Simple. Simple. Vous êtes là. Il y a deux jeunes là qui ont démontré que le bavardage à deux, voilà comment ça vous distrait. Et les couillons, ils prennent sur ce qui me balance de commenter. Mais vous êtes malade dans votre tête ou quoi? Vous croyez que j'ai que ça à foutre? Vous croyez que leur connerie là, ça peut casser les démonstrations que je fais ici? Vous savez ce qu'on appelle une démonstration? Vous croyez que leur connerie là, ça casse ça? Les mecs, ils connaissent juste pas comment fonctionne l'informatique. On va pas leur expliquer ça. Je suis pas là pour éduquer les gens. Je suis pas là pour expliquer à un mec qu'on peut ouvrir un dossier une semaine auparavant et mettre un document dedans 3 semaines après. Je peux très bien ouvrir un dossier dans lequel j'avais, je sais pas moi, mon acte de naissance, et plus tard je modifie, au lieu de mettre mon acte de naissance dedans, je mets un PV à la place. Je dois expliquer ça à des giclures. Ils connaissent rien en informatique. Olivier Moulos, tu peux monter ici. Tu me demandes ce que j'ai fait comme je te réponds en face. Donc, j'ai le bouton déjà. Si tu ne prends pas, je te bloque direct. Hein. Tu vas monter, on va parler de démonstration intelligente. Et tu vas me définir ce que tu appelles démonstration intelligente. Et tu vas me donner juste un équivalent de ce que j'ai fait côté sardinard. Tu ne prends pas, je te bloque. Hein. Donc, tu as intérêt à monter, s'il te plaît. Je t'ai envoyé la demande. Tu as intérêt à monter. Voilà, merci. Bonjour, Olivier Moulos. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu appelles démonstration intelligente? Mais c'est toi, tu es en train de parler de ouais. Non, oui, j'ai fait une démonstration. Mais ouais, tu as mis T'as fait quoi? T'inquiète, oui, je veux savoir d'abord. Mais on fixe le concept. Mon type, on fixe le concept. T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu appelles démonstration intelligente? Mais c'est ce que tu me racontes là. Tu racontes. Non, j'ai fait des démonstrations, mais toi, je vais d'abord avoir ta définition intelligente et ensuite je te montre ce que j'ai fait. Il faut qu'on fixe le concept. Qu'est-ce que tu appelles démonstration intelligente? Débloque ton micro, tu réponds. Ouais, je t'ai demandé à toi. Merci. Quelle démonstration je recommence. Je t'ai dit, j'ai fait des démonstrations. Qu'est-ce que tu appelles démonstration intelligente? Moi, démonstration intelligente? C'est ce que Mode United il fait dans son panel. Pardon? C'est ce que Mode United il fait dans son panel. Monsieur, une définition, ce n'est pas ce que quelqu'un fait une définition, c'est un concept qui est universel. Qu'est-ce que tu appelles définition intelligente? Tu sais t'exprimer, mon ami. Ouais, je sais m'exprimer. Merci. Qu'est-ce qu'une démonstration intelligente? Mais c'est toi qui me poses des questions maintenant? Tu m'as fait oui, mais parce que j'ai fait une affirmation, tu m'as dit, tu as fait quelle démonstration? Intelligente, tu as rajouté un adjectif. Monsieur, je vais répondre à ta question, mais je fixe le concept. Qu'est-ce qu'une démonstration intelligente? Et ensuite, je vais te montrer. Tu as posé une question, non? Ensuite, je vais te montrer la démonstration que j'ai faite. Et toi, tu vas m'expliquer en quoi ce n'est pas intelligent. C'est ça que je veux savoir avec toi. Tu comprends pourquoi je fixe le concept avec toi? On ne va pas dans tous les sens. Ici, on n'est pas à la CRTV ou chez Vision 4. On fixe le concept et ensuite on avance. Qu'est-ce que tu appelles démonstration intelligente? Une fois qu'on a défini ce qu'on appelle démonstration intelligente, je te présente les démonstrations que j'ai faites. Hein. Il y en a quelques-uns dans ce bouquin, dans ce cahier-là. Hein. Il y en a quelques-unes. Et après, je te les présente et toi, tu vas les examiner. Et moi, tu vas me dire en quoi elles ne sont pas intelligentes et en quoi ce que ton père, ou je sais pas, United là, est plus pertinent. Tu vas me dire pourquoi c'est plus pertinent que ce que je te présente. C'est comme ça qu'on raisonne. Tu vas apprendre à raisonner. Tu n'es pas au bar ici. Alors, tu peux débloquer ton micro, tu réponds à ma question. Qu'est-ce qu'une démonstration intelligente? Du coup, c'est toi qui me reposes la même question que je t'ai reposée. Mais puisque tu n'as pas répondu, je te la repose 15 fois, mon pote. Mon cher ami, tu n'as pas compris que quand on te pose une question, on avance que lorsque tu as répondu. Ne crois pas que tu vas pouvoir parler d'autre chose. Il y a quelqu'un qui me dit, tu discutes avec quelqu'un qui est porteur de carton. Je sais. C'est le but, les gars. Le but, c'est de montrer que tous ces gars-là, ils sont vides. C'est pour ça que je les fais monter. Vous croyez que je les fais monter pourquoi? Je les fais monter pour mieux, pour qu'ils se chient dessus littéralement. Alors, monsieur Olivier. Et tu penses que moi, je suis quelqu'un qui me chie dessus? Mon pote, tu vas. Pour toi qui n'arrive pas à répondre à ma question. Non. Réponds d'abord. Qu'est-ce qu'une démonstration intelligente? Moi, je t'ai dit, toi, tu t'as fait quoi comme affirmation intelligente? Non. Et tu me reposes la question. J'ai fait une affirmation. Alors, je vais te dire. Et tu me dis, j'ai fait une affirmation. Je vais te dire. J'ai fait une affirmation. J'ai fait une affirmation intelligente basée sur des statistiques que Chiroma a gagné. Tu es en désaccord avec ça quelque part ou pas?
J'ai fait une affirmation, je vais te montrer rapidement parce que pour que tu puisses apprécier, je vais te montrer par exemple une des affirmations que j'ai faites. Tu vas me dire ce que tu en penses. Par exemple, ici, là, tu vois, ça ici, ça c'est le Z-score de la probabilité de victoire de Paul Biya. D'accord? On tombe sur un Z-score de 3119. Tu sais ce que c'est qu'un Z-score ou pas, Olivier Moulos? Non, je sais pas. Bon, comment tu peux savoir que ceci n'est pas intelligent? Sur la base de quoi tu Dis-moi, peux c'est savoir quoi que un c'est pas intelligent? Z-score alors? Non, mais je te pose la question. Si tu ne sais pas Tu comment m'as tu peux posé la savoir que c'est pas question, je intelligent? t'ai dit non. Du coup, Non, tu mais, me dis ou pas? monsieur, je peux te poser 3 questions d'affilée parce qu'on avance. Comment tu peux, si tu ne sais pas comment on fait Mais ça, c'est comment quelqu'un tu peux qui savoir que se c'est veut. intelligent ou pas? Comment tu peux savoir que c'est intelligent ou pas comme démonstration? Si je te dis que c'est une démonstration intelligente, est-ce que En tu as les fait, moyens de me dire que tu n'es toi, pas tu d'accord? crois que tu vas m'avoir dans ton jeu, toi, en fait. Monsieur, si je te dis que c'est une démonstration intelligente, Tu peux pas est-ce que tu as les m'avoir moyens dans de me ton prouver le jeu. contraire? Écoute-moi bien. Tu peux pas Monsieur, m'avoir dans ton jeu. si je te dis que c'est une démonstration intelligente, tu as les moyens de me prouver le contraire, oui ou non? Tu as les moyens de me prouver le contraire ou pas? Ça, c'est le Z-score là, de la victoire de Paul Biya, connaisseur Ta des données. démonstration, tu me l'as fait ou pas? Mais je te la présente. Si tu veux, je te la présente pas à pas. Tu Je me te la la fais. présentes. Là, tu Merci, me là, montres des voici. chiffres et des Non, non, lettres. lis. J'arrive pas à lire de là où je suis. Chance, alors, chance de victoire de Mbia. D'accord? Vas-y, continue. J'arrive pas à lire. Tu t'entends pas français Mon ou cher quoi? ami, fais l'effort de lire. Je suis pas là pour t'éduquer. Lis. Je t'ai dit, j'arrive pas à lire. Bah, vas-y, Si fais toi, t'as l'effort. des Lis. yeux, si toi, t'as des yeux qui Moi, voient j'arrive bien, pas à lire non plus. moi, Faut lire. j'arrive pas à lire. Lis. Il se croit intelligent. Je t'ai dit, Non, je hein, suis pas intelligent. Vas-y, ne parle pas de vous moi. êtes tellement, Ne parle pas de moi. Reste sur la démonstration. Ne parle pas de moi. Je suis pas intelligent. Je suis bête. vous êtes J'ai tellement copié ça quelque part, hilarant. mais commande ça. Je t'ai dit que j'arrive pas à lire. Tu peux lire pour moi ou pas? Bah non, je peux pas lire pour toi. Il faut que tu fasses Mais si l'effort. Il tu faut peux que tu pas lises. lire pour moi, et Bon. que je n'arrive pas Bah, à ça, c'est quoi lire, là? Tu sais pas qu'est-ce ce que tu es en train que de faire c'est là, que en fait? tu sais pas lire ça. T'arrives pas à lire? Moi, je Non, t'ai mais dit que j'arrive sincèrement, pas à tu sais lire. pas lire ça. Ouais, j'arrive pas à lire. Tu sais pas, et ça, tu sais pas voir que c'est Je c'est n'arrive Rizzi pas Bureau. à lire. Ça veut dire que j'ai un problème aux yeux. Je n'arrive pas à lire. Et tu Vu fais que quoi sur toi, TikTok t'arrives alors? à lire et que t'arrives pas à lire. Mhm. Mais c'est Non, quoi moi, ton j'arrive pas à problème, lire. toi? Sérieusement, j'arrive pas à lire. C'est pas moi qui ai écrit ça. On fait comment? Ah, Attends, je vais lui faire plaisir. c'est pas toi qui l'as écrit? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. On fait comment? Ok, d'accord. Et c'est ça ta démonstration intelligente? Oui, ça, c'est oui. Et, En quoi et ça n'est c'est pas. ça que tu me dis? Merci, c'est Et intéressant. c'est ça que tu dis, ouais, et tout. Tu C'est vas ça nous ma montrer démonstration photo? intelligente. Monsieur, ça ma démonstration intelligente. Tu peux me dire pourquoi ça l'est pas? Explique ici devant 200 personnes pourquoi ça l'est pas. Eh, les 200 personnes, je m'en cogne. Non, Démontre-moi. monsieur, explique ici pourquoi cette démonstration n'est pas intelligente. Donne juste un argument. C'est à toi de me démontrer qu'elle est intelligente. Pour moi, elle C'est est, ton je te la brouillon. présente, elle est intelligente. C'est Elle est ton concluante, brouillon. regarde. C'est à toi de Voilà, me démontrer elle arrive à qu'elle la est conclusion. intelligente. Écoute, voilà en quoi T'es elle en est train de me intelligente. montrer C'est que des tout chiffres, ça, tu me monsieur, demandes de ferme ta lire. gueule, je vais te démontrer. Ferme ta gueule. Cette démonstration, tout ça là, Me dis pas ferme ta gueule déjà, je suis je pas ton ami. recommence, ferme-la, bloque ton micro, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je t'ai dit, abruti, ferme ta gueule. On va t'éduquer, espèce de gros chien, va. On va t'éduquer. Ça arrive à la conclusion. Me dis Paul pas. Biya. Non, mon cher ami, je te dis, la démonstration est intelligente parce qu'elle arrive à la conclusion que les chances de Paul Biya sont tellement minces. Regarde là, probabilité. Tu peux lire ça ou pas? Lis-moi ce chiffre-là. Tu peux lire ce chiffre ou pas? Tu fais, Est-ce que tu peux lire ce chiffre? tu fais exprès ou pas? Je te pose l'action. Tu peux lire ce chiffre ou pas? C'est 10 T'arrives à faire exprès avec, comme ça, là? c'est 10 avec 1000 en haut et T'as moins dit devant. quoi? T'as Tu peux 211 lire. personnes et tu fais exprès? Ouais. Quelqu'un, Je recommence. je n'arrive pas à lire. Non, je t'ai dit un peu, je Écoute. t'indique un peu pour que tu me dises. Je vais t'indiquer ce qui est écrit et tu vas me dire ça, tu vas me traduire ça mathématiquement. C'est un 10 avec un 1000 au-dessus et en moins devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon pote? Vas-y, dis-moi. Tu me le dis ou pas? Moi, je sais pas, je vais te dire. Je te dis comment. Lis. Vas-y, dis-moi. Dis pas. C'est 10 avec 1000 en haut et moins. Comment on lit ça? Mais Comment on lit, s'il te plaît? démontre-moi que t'es intelligent, lis. Ben, non, mais je suis pas en train de te montrer que j'ai intelligent. Je ne suis pas intelligent. Je te Mais parle de alors, ma là, démonstration. je suis Mon monté type, je te pourquoi, parle moi? pas. Tu Je m'as te fait parle, monter pourquoi? mon type, je suis pas venu affirmer que je suis intelligent. Je suis pas intelligent. Je te parle d'une Tu m'as fait démonstration que monter j'ai faite. pourquoi? Ça démontre que Biya a perdu. Tu m'as Ça démontre que Biya a perdu. Est-ce que tu Tu peux me m'as dire fait en quoi ce n'est monter pas pourquoi? concluant? Ça Pourquoi démontre que tu Biya a m'as fait perdu. monter? Ben, je t'ai fait monter pour discuter avec toi. Non, pour me démontrer que t'es intelligent. Non, je t'ai Espèce fait de monter petit pour que con, tu va. me démontres en T'arrives pas à quoi le faire ceci ou n'est pas pas? intelligent. Mon ami, je t'ai fait monter pour que tu me dises en quoi ceci n'est pas intelligent. Je t'ai présenté une preuve, c'est toi qui dois la commenter. Ça, c'est ma preuve. Je t'ai fait Ok. monter pour que tu me dises en quoi cette preuve n'est pas intelligente. Tu Je peux le vais faire la ou pas? commenter ta preuve. Vas-y, commence là. Voilà la conclusion, mon ami. Les chances de Biya de gagner, c'est ça. Est-ce que tu peux lire ce chiffre? C'est ça les chances de Biya de gagner. Ma preuve conclut qu'il est irrationnel de considérer que Biya a gagné. Voilà ma preuve. Est-ce que tu peux la commenter? En fait. Mais, mon ami, arrête de parler de moi. Ma preuve conclut que Biya fais a exprès. aucune chance de gagner.
Qu'est-ce que tu dis de cette preuve? Est-ce Je que tu peux la parle de remettre en toi. question? Tu Tu peux la fais remettre? exprès. Je parle de toi, là. Tu fais exprès. Est-ce que tu peux remettre cette preuve en question? Tu peux ou pas? Mais pourquoi tu coupes mon micro? Tu me demandes de Est-ce remettre que une tu preuve peux en remettre question en question cette et preuve? Réponds oui ou non. Mais c'est ta preuve à toi. C'est Oui, ta mais preuve à est-ce que tu toi. as quelque chose à dire de ça? Tu as quelque chose C'est à ta dire? preuve à toi. Montre-moi Merci, tu as qu'elle est quelque chose à dire intelligente. ou pas de la preuve? C'est ta preuve à toi. C'est à Merci, toi c'est de ma me preuve à moi. démontrer Est-ce que... que, bon, c'est ma preuve à moi, je la considère intelligente. Tu es Mais tu d'accord la avec moi ou pas? considères, toi qui? Qui t'a dit que tu Oui, étais je la intelligent, considère toi? intelligente. Est-ce que tu Toi es qui t'as d'accord dit que avec tu ou étais pas? intelligent. Bon, non, je n'ai pas parlé de je suis intelligent. Mais tu comprends le français ou pas? Je considère ma preuve intelligente. Tu es d'accord avec ou pas? Mais tu es d'accord avec cette preuve ou pas? Et qui t'a dit Je que la tu étais considère. intelligent? Non, je ne parle pas de moi, je ne suis pas intelligent. Mais ma preuve, je la considère intelligente. Tu es d'accord avec ou pas? C'est ça que je veux savoir. Mais qui t'a dit que tu... Monsieur, mais il comprend rien, ce mec. Allez, c'est bon. Je suis désolé, mais Eh, tu fais exprès? oui, j'ai fait exprès. Allez. Les gars, à un moment donné, je peux plus, quoi. Je peux pas. Au bout d'un moment, si déjà même le simple français, tu ne comprends pas, on va pas y arriver, mon ami. On va pas y arriver. C'est pas possible. C'est pas possible, ça, quand même. Voilà. En fait, je vous dis, je monte ce genre d'animal juste pour montrer qu'ils n'ont rien dans le crâne. C'est pour ça que je le fais. C'est pour mieux les humilier. Il faut les humilier. Il faut que tu les montes. Les gars, je vous dis, tapoter, partager. Les gars signalent, les mecs. Les gars signalent, les gars signalent. Les gars signalent, les mecs. Donc, désolé, hein. Désolé, les gars signalent. Non, 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 l'humiliation, c'est les mecs. Il faut démontrer que, il faut démontrer que ces gars, quand ils parlent, ils ne parlent pas avec la connaissance. Le mec, tu te le dis intelligent. J'ai dit non, je ne suis pas intelligent. Je lui donne même, je le concède, même ça, il ne comprend pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime mettre les gens. Parce que quand vous commentez dans le vide, ils peuvent croire que ce qu'ils disent a un sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut les prendre en direct. C'est pour ça que Nassim Bagaka, il est monté, il a commencé à dire, il dit, tu penses, c'est quoi ça, la Nassim Bagaka dit, je ne comprends pas. Il dit, mais à partir du moment où tu ne comprends pas, dis-moi comment tu peux contester ça, quoi. Dis-moi comment tu peux contester. À partir du moment où tu ne comprends pas, dis-moi comment tu vas contester cela. Hein? Comment tu peux contester quelque chose que tu ne comprends pas? C'est ça le problème. C'est qu'on on te présente une preuve, tu fais un jugement sur la personne. On appelle ça l'attaque ad nominem. Tu peux m'attaquer autant que tu veux, tu n'as pas prouvé que j'ai tort. Mais ça, vous ne savez pas. Parce que vous êtes encore au niveau primaire. Ça s'appelle argumentation ad nominem ou argumentation ad personam. Je te présente quelque chose, je te présente une pièce à conviction, au lieu soit de la réfuter ou soit de la valider, tu te mets à m'attaquer moi directement. Ça ne change rien. Ça ne change rien sur le fond. Que tu n'as rien remis en question. Voilà. Donc, mes chers amis, on va passer aux choses sérieuses. Passer aux choses très sérieuses, mes chers amis. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Il faut que je mette ça un peu là, comme ça. Comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là? L'écran est bien visible. Voilà. Donc, mise à jour bayésienne du résultat des élections. On va faire une mise à jour bayésienne chiffrée de la situation. D'accord? Je vous ai lu un texte que je vais vous relire. Je vous relis le texte, histoire que vous ayez en tête le texte du gars qui a motivé ce live. Donc voilà le texte de notre ami. Donc je vous le relis. Quelle est la probabilité que les données publiées par des multiples influenceurs, voilà, par les équipes de campagne, toutes convergentes, désignent un même candidat vainqueur sur 12 en lice, sans qu'aucune autre donnée crédible ne permette d'en douter? Tout ce qui peut être vérifié pointe dans une seule direction.
ITB a remporté l'élection. Seul le Conseil constitutionnel affirme le contraire. Sur quelle base? Sur des compilations départementales opaques dont les sources n'ont jamais été rendues publiques et dont certaines ont même été démasquées comme frauduleuses, à l'image des 167 procès-verbaux du Dogon et Chari, où le responsable local de l'ECAM a été pris en flagrant délit, roué de coups, puis remis à la police après avoir avoué et avoir été corrompu pour 30 millions de francs CFA, de reproduire un rapport truqué favorable à Paul Biya. Malgré cela, la Commission nationale a validé ce rapport. Ainsi, d'un côté, nous avons des données primaires concordantes issues de multiples sources indépendantes, et de l'autre, un processus opaque miné par des preuves de la manipulation. Ce mec, il a fait probabilité. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui connaît les probabilités, dans son langage, vous le savez direct. Hein. Moi, je pense que ce gars, c'est un probabiliste. Donc, en tout cas, il a travaillé dessus, quoi. Donc voilà dans le texte qui va conduire mon activité, mon travail de cet après-midi. Donc, on va faire une mise à jour bayésienne, chiffrée de la situation. Donc, on va partir d'un a priori très favorable à Biya et à Paul Biya. On va partir d'un a priori qui lui est très favorable et on va définir... attends, je ne sais pas pourquoi c'est... J'ai l'impression que ça ne passe pas. Attends, je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'arrive à tenir le téléphone et faire en sorte que tout se voie pour que les gens puissent éventuellement faire des captures d'écran. Voilà. Donc, on va partir d'un a priori. Dans un contexte qui est marqué par l'habitude d'un vainqueur unique. Le public part souvent d'un a priori très biaisé. Donc, c'est un a priori qui est biaisé en fait, hein, mais qui est justifié. Donc, on va considérer que P de H1 est très faible, et P de H0 est forte. Donc, j'ai défini les deux hypothèses. Hypothèse H0, Biya gagne. Hypothèse H1, Chiroma gagne. On suppose raisonnablement que les autres hypothèses sont négligeables, de sorte que on peut constater que l'univers du possible, qu'on appelle en général oméga, se résume à H0 et H1 par conséquent, ça a comme conséquence d'entraîner que H0 bar égale à H1 et H1 bar égale à H0. Ça veut dire, si Paul Biya ne gagne pas, c'est Chiroma qui gagne. Si Chiroma ne gagne pas, c'est Paul Biya qui gagne. C'est ça que ça veut dire. H0 bar égale à H1, ça veut dire, si Paul Biya ne gagne pas, c'est égal à Chiroma. On peut écrire ça parce qu'on considère les autres hypothèses négligeables de telle enseigne que l'univers se résume à ces deux hypothèses que nous allons tester. Pour l'expérience, ce n'est pas un problème. Hein, ce n'est pas un problème. Donc, on va considérer que les preuves... on va rappeler la formule de Bayes. La probabilité d'une hypothèse, sachant une preuve qu'on appelle en général donnée, c'est égal à probabilité de l'hypothèse. Donc, ça part de la formule de Bayes, qui dit que P de H1 sachant D fois P de D est égal à P de D sachant H1 fois P de H1. C'est-à-dire probabilité de l'hypothèse sachant les données fois la probabilité d'observer ces données, c'est égal à la probabilité des données sous l'hypothèse H1 fois la probabilité a priori de l'hypothèse H1. Donc ça donne ça. Et D ici, c'est ce qu'on va souvent appeler la fonction de partition qui se décompose en ça. L'ensemble D, l'ensemble des données se résume à, se décompose en donnée 1 sachant H1, donnée 1 inter H1 et donnée inter H2. C'est-à-dire que D est égal à D inter H1 union D inter H2. Ça donne l'ensemble D. C'est pour ça qu'on va dire les données totales, c'est D sachant H1 ou D sachant H2, H0. Il n'y a que ces deux hypothèses-là. C'est ça, on appelle la fonction de partition. Et donc comme on dit, elle se décompose comme ça. Hein. Donc, pour tout événement, tu as la probabilité de D sachant une hypothèse fois la probabilité de l'hypothèse, plus la probabilité de D sachant l'hypothèse complémentaire fois la probabilité de l'hypothèse complémentaire. Voilà, c'est comme ça que ça passe. Maintenant, on va définir un autre truc qui est aussi très intéressant pour cet exercice. On va appeler, en anglais c'était plus simple, hein, parce qu'en français c'est les chances. Hein. Ça s'indique combien de fois la probabilité. Donc, j'appelle ça les odds. On appelle ça les odds, c'est les rapports de chance. Donc, un odds, par exemple, de l'hypothèse H1, c'est la probabilité de l'hypothèse H1 et la probabilité qui ne se produise pas, sur la probabilité qui ne se produise pas. Les chances d'une hypothèse, les chances, comment dire, le nombre de chances, combien de fois est-il plus probable d'avoir H1? Ben, c'est la probabilité de H1 sur la probabilité complémentaire, hein, c'est-à-dire P de H1 sur P de H1 bar. Et P de H1 bar, c'est égal à 1 moins de P de H0. C'est la formule des sommes des probabilités, en fait. Hein. P de H1 bar est égal à 1 moins P de H0. Donc, odds de H1, c'est P de H1 sur 1 moins P de H1. Il indique combien de fois il est plus probable qu'un événement se produise plutôt qu'il ne se produise pas. Donc, on compare la probabilité que l'événement se produise à la probabilité qu'il ne se produise pas. On appelle ça un odds. Donc,
Un odds de H1, c'est la probabilité qu'il se produit, c'est le nombre de fois qu'il se produit versus le nombre de fois qu'il ne se produise pas. Donc, c'est combien de fois il va se produire, sur combien de fois il ne se produit pas. Voilà. Et donc, on prend un exemple simple pour expliquer cela. Si j'estime, par exemple, que Tiroma a 75% de chances de victoire, donc le odds associé à la victoire de Tiroma, qui est l'hypothèse H1, c'est égal à 75% sur 1 moins 75%. Donc, ça fait 75% sur 25, sur 25%, ça fait 3. Donc, en gros, il y a 3 fois plus de chances que Tiroma gagne qu'il perde. Il y a 3 fois plus de chances qu'il gagne sur le fait qu'il ne gagne pas. Il a un odds de 3. Par exemple, à l'inverse, si j'estime que son odds, c'est sa probabilité a priori, c'est 20%, si j'ai un a priori qui est à 20% de chance de victoire, alors le terme de chance, parce que le odds, c'est le terme de chance, c'est le odds de l'hypothèse H1 sera 0,2 sur 1 moins 0,2. Vous voyez, ça fait 0,2 sur 0,8, qui donne un quart et qui donne 25%. Donc, en gros, sur l'hypothèse que j'accorde 20% de chance à Tiroma de gagner, en réalité, il a une chance sur 4. Il a, comment dire, il a une chance de gagner sur 4 chances de ne pas gagner. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ça permet de simplifier le concept et ça permet d'éviter des grosses équations très complexes. Vous voyez? Et d'ailleurs, donc ici, maintenant, on va faire choix d'un a priori favorable en bien. Parce qu'on ne va pas me dire que je pars avec un a priori. Je pars avec un a priori favorable. Qu'est-ce qu'on a entendu? Le RDPC est implanté partout. Le RDPC est là depuis 43 ans. Le RDPC a plus de moyens que les autres candidats. Et puis le RDPC gagne à chaque élection, bla, bla, bla. Le RDPC est surreprésenté à l'Assemblée nationale. Les chefs de village sont affiliés au RDPC. Les préfets travaillent pour le RDPC. L'armée travaille pour le RDPC. Donc, ça me donne un a priori très fort en faveur de Paul Biya. Donc, je pars avec un a priori que Paul Biya va gagner à 80%. C'est pas grave, hein. Je vous ai seulement dit, les a priori ne sont pas un problème. Pour raisonner correctement, il faut toujours avoir un a priori. Mais vous allez voir que l'a priori, face aux preuves, s'efface rapidement. Et d'ailleurs, quand je vous dis pour raisonner correctement, il faut avoir un a priori, supposez un Sardina qui considère que quoi qu'il arrive, Paul Biya va gagner. Ça veut dire qu'ici, pour lui, P de H0, c'est 1. Ben, si P de H0, c'est 1, sachant que oméga, c'est H0 union H1, et que P de oméga est égal à 1, ça va directement dire que P de H1 est égal à 0. Et donc, ça veut dire que ça fait 0. S'il considère que Paul Biya a 100% de chance de gagner, quelles que soient les données qu'on va lui présenter, ça ne va rien changer. On aura P de H0 sachant D, P de H1 sachant D, sera toujours égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il donne 0 chance à Tiroma, et comme tout nombre multiplié par 0 donne 0, bah, Tiroma perd. Et c'est la même chose. Si tu pars du principe que Paul Biya perd à 100%, bah, toi aussi tu es irrationnel. Parce que ça veut dire ici que tu as P de 0 qui est égal à 0. Du coup, ça devient P de ça, ça devient ça sur ça qui donne 1. Ça veut donc dire P de H1, a priori, c'est 1. Forcément, P de H1, sachant les données a posteriori, ça va rester 1. En gros, quand vous êtes 100% sûr de vous, ben vous êtes débile, vous êtes irrationnel parce qu'aucune preuve ne peut vous faire changer d'avis et les équations suivantes vous prouvent ça à suffisance. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on est rationnel, laisser toujours une porte. Et même si vous considérez ici que Tiroma a 0,1% de chance de gagner, les données vont rapidement renverser cette situation et vous allez le voir, que l'a priori n'est pas important. L'a priori n'est pas important. Je peux donner un a priori très fort à Paul Biya, ça ne change strictement rien quand les données commencent à s'accumuler et désignent Tiroma gagnant. Ce n'est pas un problème. Mais ça, cette équation, je vous montrer pour dire, quand on est rationnel, laissez toujours une petite porte ouverte. Laissez toujours une petite porte ouverte à la possibilité de changer d'avis. Si c'est la vérité qui vous intéresse, il faut toujours garder en tête qu'on peut se tromper. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'en arrive à ça. Donc, ça permet de définir tous ces éléments-là. Maintenant, on va partir sur les évidences successives. Et la mise à jour on va voir les évidences successives qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle les facteurs de Bayes. Alors, pour que vous compreniez c'est quoi un facteur de Bayes, donc je me suis rendu compte que je ne l'avais pas expliqué, je l'ai expliqué vers la fin. Quand vous prenez les facteurs de Bayes, c'est quoi? Quand vous voulez comparer le odds a priori qui est là, le odds, c'est la probabilité de H1 sur la probabilité de non H1. Et en l'occurrence, comme on n'a que deux événements complémentaires, non H1 c'est H0. Donc le prior c'est P de H1 sur P de H0. P de D sur l'hypothèse H1 sur P de D sur l'hypothèse H0
Le rapport des deux, ça donne le facteur de Bayes qu'on appelle le facteur K. Ça, c'est la probabilité des données sur l'hypothèse H1 et la probabilité des données sur l'hypothèse H0. Pour que vous compreniez ce que ça veut dire, les données, c'est quoi? Si on voit dans tous les bureaux de vote, les gens crient Tiroma, Tiroma, Tiroma. Bah, si je parle de tous les bureaux de vote, on a une caméra dans tous les bureaux de vote, tout le monde dit Tiroma, Tiroma, Tiroma. Ça, ce sont des données. Bah, la probabilité des données, sachant que Tiroma a gagné, c'est 1. Et la probabilité des données, sachant que Paul Biya a gagné, c'est très faible. Ça va quand même être très peu probable d'imaginer que Biya a gagné alors que dans tous les bureaux de vote, on a vu Tiroma gagner. Donc, ça, c'est la probabilité des données sur l'hypothèse que c'est Paul Biya qui gagne. Sur l'hypothèse que c'est Paul Biya qui gagne, est-ce que les données qu'on observe sont probables? Par exemple, est-ce que c'est probable d'observer partout des victoires de Tiroma à gauche, à droite, aucune victoire de Biya, mais c'est Biya qui gagne? Ça, quand on est rationnel, c'est forcément faible. Et le facteur K, c'est le rapport entre les deux. Il peut parfois être de 1 million, il peut parfois être de 10 millions. Parce que si cette probabilité est très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 4, ben, tu vois très bien qu'on est rapidement à 1000. Donc un facteur de 100, c'est très modéré, par exemple. Et donc ça, c'est les probabilités a posteriori. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise à jour. On avait ça a priori, et on a ces données-là. Ces données permettent, avec le facteur de Bayes, de mettre à jour nos a priori, de telle enseigne que voici ce qu'on a a posteriori. Donc, quand vous allez voir odds, c'est le rapport des probabilités des hypothèses. Et quand vous allez voir facteur de Bayes, c'est le rapport des probabilités des données sous chacune des hypothèses. Par exemple, si je lance un dé 150 fois, et le dé me donne à chaque fois 6. Donc j'ai deux hypothèses. Le dé est parfaitement équilibré ou le dé est pipé. Bah, quelle est la probabilité d'obtenir 150 fois 6 d'affilée avec l'hypothèse que le dé est parfaitement équilibré? Bah, c'est 1 sixième à la puissance 150. C'est très, 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 très faible. Maintenant, si je considère que le dé est truqué, de façon à ne donner que le 6 à chaque lancer, la probabilité de données qu'on a sous l'hypothèse que le dé est truqué devient très forte. Ça va presque être égal à 1. C'est ça que ça veut dire. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez poser les questions quand je finis l'exposé. Si quelqu'un veut revenir sur une page en particulier, pas de problème, je prendrai le temps pour ça. Donc, je vous ai expliqué ce qu'on appelait. Donc, maintenant, on va aller sur les évidences. Les facteurs de Bayes ici sont très conservateurs. D'accord? Les facteurs de Bayes ici sont très conservateurs, c'est-à-dire sous-estimés. Je vais prendre des facteurs de Bayes très faibles pour montrer que malgré tout, on arrive à quelque chose de fort. Avec toutes les données qu'on a, je pourrais prendre un facteur de Bayes de l'évidence 1 de l'ordre de 1000, mais vous allez voir. Au regard des masses de données, c'est-à-dire les millions de voix qu'on a eues, avec les PV des 18 départements, on reste modeste pour montrer que l'issue ne perd pas, l'issue ne dépend pas de l'hypothèse extravagante, d'une hypothèse extravagante. C'est-à-dire que on va prendre des facteurs de Bayes très conservateurs pour démontrer que malgré tout, on arrive à une conclusion suffisante. C'est-à-dire que l'issue, la victoire de Tiroma ne dépend pas des hypothèses extravagantes. Ça dépend des hypothèses très conservateurs et très prudents. Même avec des hypothèses très conservateurs et très prudents, on arrive à la conclusion que Tiroma a gagné avec une probabilité proche de 1. Je vous dis, même en étant très, 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 très conservateur, on arrive à une probabilité de 1. Donc, allons-y. Et analysons l'évidence 1. L'évidence 1, donc ça s'appelle des preuves. Donc, la preuve 1 que j'ai à vous présenter, c'est la compilation des 18 départements. Ça correspond à 2,24 millions de suffrages valablement exprimés. Je rappelle qu'on n'a pas une telle compilation. Je rappelle qu'en face, on n'a aucune telle compilation permettant de conclure que Biya a gagné. Donc, sur l'évidence 1, l'équipe Biya perd. Probabilité des données. Probabilité de données bien plus importante sur l'hypothèse H1 que sur l'hypothèse H0. C'est-à-dire que quand on a ça, quand on a ces données-là qui disent que Tiroma a gagné, bah, ces données, si on suppose que Tiroma a effectivement gagné, ces données sont hautement probables. C'est ça que ça veut dire. Je suppose que c'est Tiroma le gagnant. Les données qu'on a sont hautement probables. C'est-à-dire proches de 1. Maintenant, si je suppose que c'est Biya qui a gagné, ces données sont hautement peu probables. Donc, ça veut dire, de telle enseigne que aussi, on va dire, probabilité des données sur l'hypothèse H1 est nettement supérieure à la probabilité des données sur l'hypothèse H0. C'est-à-dire que quand on a les 2,24 millions de voix qui désignent Tiroma gagnant, c'est parfaitement cohérent. Ces données sont cohérentes si c'est Tiroma qui a gagné. Et ils deviennent subitement incohérents si c'est Paul Biya qui a gagné. Donc, le facteur de Bayes ici va être fort. Il peut même être à 10 000. Je peux vous démontrer qu'il est facilement à 10 000. Parce que P de D, sachant H0, on est de l'ordre de 10 puissance moins 8 avec les données qu'on a.
et PDD sachant H1 est proche de 1. Donc, on pouvait très bien prendre un facteur de Bayes ici de l'ordre de 100 000, ça aurait été parfaitement cohérent. Regardez que j'ai été prudent. Je prends pour l'évidence 1 un facteur de Bayes de 100. Je prends juste 100. C'est très, très prudent au regard des écarts types quasi nuls. L'écart type ici est quasi nul, là, sur 24 millions. L'écart type, l'écart type de la moyenne d'un échantillon, c'est proche, c'est l'écart type normal divisé par la taille de l'échantillon. C'est proche de 0. Hein? 2,24 millions, c'est proche de 0. Donc l'écart type est très très faible, il est quasi nul. Donc je vous dis, ce truc-là, il est extrêmement prudent. Je vous dis, je pourrais très bien prendre 1 milliard ici, que j'aurais eu raison. Je peux très bien vous justifier que je peux prendre 1 milliard ici en calculant cette probabilité-là. Vous voyez qu'on est sur des ordres de 10 puissance moins 50 machin bidule. Donc, je n'ai pris que 100. Maintenant, on va partir analyser l'évidence 2. Convergence des sources indépendantes. Tous ceux qui ont remonté les PV, tous, que ce soit à moi, à Mamadou Mota, à Nsuimanto, à Paul Chouta, à tout le monde, j'exclus les PV des Chiroma. Je parle de tous ceux qui avaient des PV, qui les ont présentés sur la place publique, totalement indépendants les unes des autres, converge vers Chiroma a gagné. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un facteur de Bayes pour chacune des sources très faible. Je vais prendre 3. Je pourrais très bien prendre 25, mais je prends 3. C'est-à-dire que c'est la probabilité, je rappelle toujours que K, c'est probabilité de données sur l'hypothèse H1, c'est probabilité de données sur l'hypothèse H2. Si on a tous ces sources-là qui disent que c'est Chiroma qui a gagné, ben, si effectivement c'est Chiroma qui a gagné, ces données sont hautement probables. Maintenant, si c'est Paul Biya qui a gagné, ces données deviennent totalement improbables. De telle sorte que ce rapport, il est très très fort la plupart du temps. Vous voyez, je me suis limité ici à prendre 3. Si je prends 5 sources, en réalité, il y en a bien plusieurs sources. Il y a plusieurs sources. Je n'ai même pas pris en compte les sources de Ndoki. Je me suis contenté de 5 sources. Je prends 5 sources avec un facteur de Bayes par source égal à 3. Je peux déduire que le facteur de Bayes de l'évidence 2, c'est 3 puissance 5. Les événements sont indépendants, donc c'est le produit des facteurs de Bayes. Donc ça donne 243, ça donne 3 puissance 5 égale 243. Donc K2, le facteur de Bayes associé à l'évidence 2, c'est 243. Maintenant, on va aller évidence 3. Absence de contre-données crédibles en faveur de H0. C'est-à-dire qu'en face, on n'a rien qui crédibilise Paul Biya. On a juste la parole du Conseil constitutionnel. Donc, je mets le facteur de Bayes associé à l'évidence 3. Cette évidence 3 qui est l'absence de données crédibles en faveur de Biya, eh bien, moi, je mets 2. Vous voyez, je suis très raisonnable. Hein. Signalement. Aveu de PV falsifié, on en a eu un paquet. Ça conduit encore, sachant qu'on ne fraude pas si Biya a gagné. Il y a quelqu'un qui me dit ta manipulation. Allez, bloqué. Abruti de Thibault, là. Je commence. Sachant que si c'est Biya qui a gagné, vous êtes d'accord que la fraude n'a aucun sens. Donc la fraude n'est justifiée que c'est Chiroma qui a gagné. Donc, ça veut dire que le rapport des données, sachant que c'est Chiroma qui gagne, ce rapport des données, sachant que c'est Paul Biya qui gagne, est très fort. Mais vous voyez, je suis prudent, je prends 5. Donc, le facteur de Bayes associé à l'évidence 4, c'est 5. Continuons maintenant, mes chers amis. L'opacité institutionnelle non-publication des bases, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui justifie, on n'a aucun support du Conseil constitutionnel. L'absence de ça fait encore en sorte que ça accrédite que c'est plutôt Chiroma qui a gagné par rapport à Biya. Ici, je vais prendre un facteur très faible. Donc, je vais prendre K5 égale à 1,2. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Donc, si on considère que ces preuves-là, on les a tous eues. Hein. Donc, ces preuves sont, les données que nous avons, c'est la conjonction de ces preuves. Et comme c'est la conjonction de ces preuves, ça veut dire que l'évidence totale, c'est l'intersection de l'ensemble de ces évidences. Ça veut dire qu'on a E1 qui se produit, E2, et en même temps tu as E2, et en même temps tu as E3, et en même temps tu as E4, et en même temps tu as E5. Et donc, c'est le produit total. Donc, si on considère que E égale à l'ensemble de ces, égale à la conjonction de ces preuves, bah, E égale à intersection de E1, E2, E3, E4, E5. Voilà. On peut d'ailleurs l'écrire souvent comme ça. E est égal à intersection de I égale à 1 jusqu'à 5 des EI. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est une conjonction. E est la conjonction de l'ensemble de ces preuves-là.
Donc, le facteur de base associé à E, ben, ça va être le produit des facteurs de base associés à chacune des preuves. Donc, le K total, c'est égal au produit des K allant de 1 jusqu'à 5, des KI, qui donne K1 fois K2 fois K3 fois blablabla. Ça donne ça. 100 fois 243 fois 2 fois 1,2 fois 5. On tombe sur 291 600. C'est ça le facteur de base. Ça veut dire que la probabilité des données sur l'hypothèse que Jérôme a gagné est très forte par rapport à la probabilité des données sur l'hypothèse que Paul a gagné. Le rapport des deux, ça donne ça. Ça donne ça. Ce rapport donne ça. Maintenant, on va utiliser ça pour mettre à jour nos croyances. Au début, je rappelle que notre croyance, c'était ça. C'est que Mbia gagnait avec 80% de chance de gagner et Chiroma que 20% de chance de gagner. C'est ça qu'on avait en tête. Donc, on va maintenant dire, et on a des données. On ne peut pas maintenir nos avis avec les données qu'on a. D'accord? Donc, je rappelle encore que le odd d'un a priori, c'est la probabilité a priori sur la probabilité de l'événement complémentaire de l'a priori. En l'occurrence, j'ai mis que Chiroma a 20% de chance de gagner. Ça veut dire que Bia a 80% de chance de gagner puisque H1 bar est égal à H0. Toujours à cause de ceci. Toujours à cause de ceci. Donc voilà. Donc le nombre de chances, le odds, comme j'ai défini, c'est le nombre de fois, c'est combien de fois tu as de chances de gagner par rapport à combien de fois tu n'as pas de chance de gagner. Voilà. C'est le rapport entre les deux. Donc ici, c'est Chiroma. Donc Chiroma a une chance de gagner pour 4 chances de ne pas gagner. D'accord? C'est un quart. 0,2 sur 0,8, ça fait un quart. Après l'évidence E1, il se passe quoi? Donc, on va avoir le odd a priori, comme je vous ai montré ici. Ça, c'est le odd. Ça, c'est le odd postérieur, a posteriori, pardon. Le odd a posteriori est égal au odd a priori multiplié par le facteur K. C'est très simple. Donc, ici, odd a posteriori, après l'évidence 1, a posteriori, hein, une fois qu'on a l'évidence 1, on met à jour notre odds avec le facteur de base associé à l'évidence 1. Bah, c'est égal au odds a priori fois le facteur de base associé à l'évidence 1. Ça donne le odds a posteriori de l'évidence 1. Et une fois qu'on a le odds a posteriori de l'évidence 1, ça nous permet de faire la mise à jour de la probabilité de la victoire de Chiroma. On a maintenant la probabilité de Chiroma, sachant la preuve 1, qui te donne le odds a posteriori 1 sur 1 plus le odds a posteriori 1. Ça fait donc, ici le odds, ici on a trouvé que le prior c'était 0,25 qui est là, multiplié par le facteur de base 1 qui est égal à 100. Ça donne 25. Donc ça donne 25 sur 1 plus 25. Vous voyez que tout de suite, après la première preuve, Chiroma passe de 20% à 96%. C'est-à-dire qu'on avait une probabilité a priori de 20%. Immédiatement après la première preuve, il passe à 96%. Parce que la première preuve est très très forte. C'est une preuve très forte. Et vous voyez qu'on obtient ces résultats avec un cas très modéré. Si j'avais pris 100 000 ici, vous aviez directement ici 99 000, 99%. Vous aviez ici directement 99%. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les preuves ont un poids? C'est pour ça qu'a priori, une personne est innocente. Et quand on a des preuves, ça permet de dire qu'il est coupable. Parce que les preuves augmentent le terme de base. A posteriori, le mec est innocent, avec une très très faible probabilité d'être coupable d'ailleurs, il est innocent. Et les éléments ADN, caméra, bornage du téléphone, blablabla, c'est ça qu'on appelle les évidences. En fait, j'ai procédé ici comme dans une enquête policière. En fait, j'ai choisi ce formalisme-là pour que ça parle plus de gens parce que vous êtes habitués aux enquêtes policières. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. A priori, le mec est innocent, mais quand on a les termes de base qui s'accumulent au fur et à mesure, ça pointe vers un a priori qu'il est coupable à tant. Donc ici, là, après juste la première évidence, Chiroma devient gagnant à 96%, Paul Biya passe de 80% à moins de 4%. Maintenant, on va faire la même chose. Après l'évidence E1 et E2, on va chercher le odd posteriori 2. Ben, c'est le odd a posteriori 1 multiplié par le facteur de base de l'évidence 2. Donc, le odds a posteriori de 1, on a trouvé que c'était 25 ici. Le facteur de base
Pour le cas 2, on a trouvé que c'était 343. Là, donc, ça fait le odds a posteriori 2, ça fait 25 fois 340, fois 243, pardon. Ça donne 6075. Eh bien, on va calculer donc la probabilité de la victoire de Chiroma, sachant maintenant la conjonction des deux preuves. Ben, c'est le odds posteriori 2 sur 1 plus le odds posteriori 2. 6075 sur 1 plus 6075. Ça donne 99,98%. Vous voyez? Rien que les deux premières preuves qu'on a énoncées font passer Chiroma de 20% à 99,98%. Je rappelle que ce n'est pas son score, hein, c'est les chances que lui gagne, qui n'est pas la même chose que le score qu'il a remporté au cours du scrutin. C'est les chances de sa victoire. On est en train de tester l'ensemble pour voir si... Voilà. Maintenant, on va gagner, on ne va pas aller faire one by one. Après toutes les évidences, E est égal à conjonction des EI, donc en mathématiques, ça veut dire l'intersection de tous les événements. Donc, le odds a posteriori de E, c'est égal au odds prior multiplié par le cas total. Je rappelle que le odds a priori, c'était 0,25. Le cas total, c'était 291 600. Ça donne un odds a posteriori de 72 900. Maintenant, probabilité de H1, sachant l'ensemble des preuves qu'on a, bah, c'est 72 900 sur 1 plus 72 900. Ça donne 99,9986. Voilà la probabilité de la victoire de Chiroma au regard de l'ensemble des éléments qu'on a. Vous savez que même en partant avec un a priori, donc vous voyez donc que même en partant avec un a priori très fort en faveur de Mbia, ce qui est normal, hein, les gens qui disent que Mbia est implanté partout, c'est suffisant pour dire qu'il a gagné. En fait, vous êtes dans un raisonnement a priori, mais a posteriori, ça ne permet pas de contrebalancer les données qu'on a. C'est pas assez fort. Cet a priori n'est pas assez fort. Pour que ce soit fort pour contrebalancer, il aurait fallu qu'on ait un facteur K ici, total, très inférieur à 1. Par exemple, si ce facteur K total était très inférieur à 1, si on avait fait tous les calculs, on tombait sur des facteurs K très inférieurs à 1, oui, votre a priori était justifié. On pouvait dire P de H1, P de H0, sachant les données, bah, est quasiment égal à P de H0, quoi. C'est-à-dire les données ne changent rien sur l'hypothèse qu'on avait a priori. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Avec un facteur K total de presque 73 000, vous voyez qu'on fait passer la victoire de Chiroma directement à 99,86%. Donc, même en partant avec un a priori fort, en faveur de Mbia, PDH 0 égale 0,8, les données basculent la croyance vers H1. P de H1 égale à 0,2, mais de P de H1 maintenant, une fois qu'on a toutes les données qu'on a observées, ben c'est 99,86%. Alors, on va même dire, j'ai fait un deuxième exercice, soyons même extrêmes. Testons la sensibilité de notre résultat à l'hypothèse de l'a priori. Je veux vous montrer ici que ce résultat ne dépend pas de l'a priori que j'ai au départ. L'a priori que j'ai au départ sert de base des raisonnements, mais le résultat final ne dépend pas de l'a priori. Et je vais vous montrer ça en supposant même que H0 c'est 95%. Je suppose au départ que Bia a 95% de chances de gagner et Chiroma que 5% de chances de gagner. Bah, le odds a priori, bah, on le calcule ici, ça fait 0,526, 0,0526. Il y a un zéro qui manque ici. Voilà. Il y a un zéro qui manque là. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, j'ai tenu compte de ces zéros pendant les calculs, puisqu'il est bien là, le fameux zéro. Donc, on fait la mise à jour. Hein. Vous faites simplement le odds multiplié par le nombre K total qu'on a trouvé précédemment. Tous les éléments ne changent pas. On tombe ici sur un odds, sur un facteur K qui est non plus de 73 000, mais de 15 500. Et bien, probabilité de H1, sachant E, bah, c'est égal à 1 est égal à K sur 1 plus K. Ben, ça donne 99,9935. Bon, il est passé juste de 99,9986 à 99,9935. Tu parles. Vous voyez que les hypothèses de départ ne changent rien. Même si je mets 1% ici, je vais toujours avoir une victoire de Chiroma à plus de 99%. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice pour montrer que ce que je viens de faire n'est pas sensible à l'a priori que j'ai pris. Vous pouvez prendre n'importe quel a priori chez vous. Vous allez arriver, n'importe quel a priori rationnel, hein, vous allez arriver au fait que Chiroma a des chances de gagner de plus de 99%. Maintenant, pour montrer à quel point contredit le Conseil constitutionnel est très simple, quel est le cas suffisant à renverser un prior à P de H0 à 95%? C'est-à-dire, je suppose que Paul Biya gagne à 95%. Quel est le facteur K que je dois avoir en faveur de Chiroma pour que ça fasse passer Chiroma
de 20%, de 5% à 90%. Bah, c'est très simple. Hein. On cherche un odd cible qui est de 9, puisque le Tiroma passe. Tiroma, c'est 90%. Tiroma, on veut que Tiroma passe à 90%. Donc, le odds de cette cible-là, c'est probabilité de H1 sur 1 moins probabilité H1. Donc, ça fait 0,9 sur 0,1, ça fait 9. Donc, le facteur, comment dire, le odds ici, c'est 9. Donc, le odds a posteriori, c'est le odds a priori fois le facteur K. Or, le odds a priori pour une probabilité de victoire de Paul Biya à 95%, c'est 0,0526. Là, tu dis, ce odds a posteriori, c'est ce odds a priori multiplié par le facteur K que tu viens de trouver. Ben, ça veut donc dire que c'est égal le odd cible, c'est égal le odds a posteriori fois le facteur K que tu cherches. Donc, tu en déduis que le facteur K que tu cherches, c'est égal au odd cible divisé par le odd a priori, c'est-à-dire 9 sur 0,0526 égale à 171. Vous voyez qu'en fait, une évidence très, 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 très modérée, en l'absence, hein, tout ça, ça vient simplement du fait qu'en face, les gars n'ont rien, en fait. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas d'éléments permettant de contrebalancer, en fait. Tout ça fait, en fait, vous voyez qu'un facteur, une évidence de juste 171 suffit à mettre à mal Mbia. C'est-à-dire que juste 171 suffisait. Or, on a, avec toutes les précautions qu'on a prises, on a 291 600. C'est ça que je veux vous montrer. Hein. Que l'absence des éléments en faveur des fans de Paul Biya, ça les pénalise. Le fait que vous n'avez rien du tout. Le fait que vous n'avez rien du tout comme élément à présenter, c'est ça qui fait qu'il suffit d'un odd très modéré, en fait, pour démontrer que Tiroma a gagné. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin juste d'une demi-preuve, parce qu'en face, vous n'avez rien. Et c'est toujours celui qui a la preuve qui gagne. Ce n'est pas celui qui a le conseil constitutionnel de son côté. Et là, c'est les mathématiques. Les mathématiques s'en foutent de vos considérations villageoises. Là. Donc, en conclusion, une seule évidence lourde, E1, avec K égale 100, donne déjà Paul Biya 96%. C'est-à-dire que quand tu prends E1 avec K égale 100, tu es déjà à 96%. En ajoutant les preuves indépendantes, c'est-à-dire les cas multiplicatifs, vous voyez que tout ça tend vers 1, quoi. Vous voyez que tout ça tend vers 1. Voilà. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Et naturellement, je vous ai dit, hein, si je suis en train de faire des démonstrations comme ça, il y a quelqu'un qui parle de moi, ben, il faut le bloquer, quoi. Hein. Il faut bloquer la personne immédiatement. Et pour information, pour que la version officielle ait un sens, il aurait fallu que le cas qu'on a trouvé, le cas total, là, il est où le cas total? Pour que la version officielle ait un sens, il aurait fallu que ce cas total soit inférieur à 1. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce cas soit inférieur à 1. Vous voyez qu'il est de très 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 loin supérieur à 1. C'est la raison pour laquelle c'est très simple de démontrer que Paul Biya a gagné, a perdu. Ce n'est pas, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un marabout pour ça. Il y a juste besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Maintenant, si les gens ont des questions, je suis tout à fait preneur. Donc, si quelqu'un veut monter plutôt parler de moi, il peut. Hein. Mais il aura intérêt à dire c'est qui c'est de moi, quoi. Il y a quelqu'un qui me dit la folie, au lieu de travailler à inventer, voilà ce que vous faites. Non, pour inventer, il ne faut pas être matheux, il faut juste être imaginatif. Tu comprends, Joël? Et on est un jour férié en France. En France, c'est férié. Et sinon, tous les jours, je travaille. Je travaille, mais je ne suis pas tenu de travailler les jours où... attendez, putain, c'est quoi ça? Voilà. Je ne suis pas tenu de travailler les jours où je suis de repos. Les jours où je suis de repos, j'en profite pour fumer de l'animal. Tu comprends, Joël? Donc, bien évidemment, une fois que je te dis ça, tu n'as plus rien à faire là. Parce que toi-même, tu pourrais travailler à inventer au lieu de rester sur mon live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à démontrer? Vous comprenez pourquoi la parole du Conseil constitutionnel ne vaut rien? Quand on vous le dit, ce n'est pas un mépris, ce n'est pas, je veux dire, la parole du Conseil constitutionnel ne peut pas effacer ça, quand on est rationnel. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un procureur qui a absolument envie d'accuser, de condamner l'accusé, il ne peut rien s'il est l'accusé a des alibis en béton. Les alibis en béton, c'est des odds et des facteurs de base en faveur de son innocence. Et le fait qu'en face, le procureur n'a que sa conviction, ça fait que il suffit d'un facteur cas modéré pour que le gars sorte, quoi.
C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas avoir un procureur qui va à tout prix te mettre en tôle. Il te dit, c'est toi qui as commis le crime. Tu démontres que le jour du crime, tu étais à 1000 km. Qu'il n'y a rien qui te relie au criminel. Ils ont cherché traces bancaires, traces téléphoniques, rien, aucune communication entre vous deux, aucune interaction. Il n'y a rien qui prouve que vous avez déjà eu un échange, étaient dans le même endroit en même temps. Ils ont épluché tout. L'échec de tout ça augmente, l'échec de tout ça baisse les probabilités en faveur de ton culpabilité et donc forcément augmente le facteur de base. Rappelons que ces données-là, sous l'hypothèse que tu es coupable, sont très très faibles. Par contre, ces données sur l'hypothèse de ton innocence sont très fortes et que le rapport, comme à chaque fois qu'ils vont échouer à avoir des éléments matériels, D sur l'hypothèse de ton innocence va être très faible. Donc le facteur K va être très grand en fait. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de te libérer, malgré que le procureur soit très convaincu, malgré qu'il y a un membre du Conseil constitutionnel qui a tenu absolument à ce que le procureur te mette en prison. Ça ne change rien, les gars. C'est ça que j'essayais de vous présenter. Ça s'appelle raisonner, c'est ça la traduction du texte de notre ami en langage mathématique pour montrer que quand on vous dit que le Conseil constitutionnel, sa parole, ça vaut que dalle si ça ne repose sur rien. Ce n'est pas parce qu'il est Conseil constitutionnel qu'il ne doit pas justifier. Quand la Cour suprême dit que Obama a gagné, Trump a gagné, on a les données bureau de vote par bureau de vote qui sont disponibles. Chaque citoyen peut consulter les données du bureau de vote. Et c'est très facile, il suffit qu'un citoyen dise, mais attendez les gars, votre donnée là ne correspond pas à celui de ma commune. C'est quoi ces conneries là? Ici dans mon comté, Trump a perdu. Qu'est-ce que c'est que ces victoires écrasantes de Trump ça va permettre de créer des recours. Et aux États-Unis, c'est suffisant pour créer un recours. Vous allez au tribunal en disant, voilà le résultat qui est affiché à mon comté, voilà le résultat qui est affiché à Washington, ça ne correspond pas. Le juge, il déclenche une enquête directe. Direct. Il ne débat même pas là-dessus. C'est ça un peuple éduqué. Le juge, il déclenche une enquête directe. Parce qu'il faut clarifier. Pourquoi dans le comté du Yorkshire, on a une défaite de Trump écrasante, et pourquoi dans les résultats que la Cour suprême a pris en compte pour valider la victoire de Trump, on voit que Trump a gagné. Donc il faut expliquer ça, les gars. Il faut expliquer. Le juge va vouloir comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis que la décision du Conseil constitutionnel, ça vaut rien. Et que les Sardinats ne vous a pas rendu la tâche facile en vous envoyant défendre la bêtise sans rien. Vous êtes là, vous êtes obligés d'être comme des neuneux. Je vous ai dit, quand vous venez ici dire que c'est vrai parce que le Conseil constitutionnel a dit, vous êtes un débile. Vous êtes un débile. Un facteur K de 100 avec un a priori de 20% en faveur de Tiroma suffit à le faire passer à 96%, un facteur de baisse de 100. Très, très modéré, je vous dis. C'est un facteur très, très modéré. Je pouvais prendre 100 000 et je pouvais vous justifier que je peux prendre 100 000. Je pouvais prendre 10 millions, c'est-à-dire 10 puissance 7, et je pouvais vous justifier que j'ai raison de prendre 10 puissance 7. À partir du moment où les sources indépendantes sont toutes concordantes, je pouvais prendre un facteur de base de 10 et non 3. Au lieu de 3 puissance 5 qui est égal à 243, j'aurais eu 10 puissance 5. Donc j'aurais eu 10 millions d'un côté, que tu multiplies ensuite par 10 puissance 5. Donc ça fait 10 puissance 7 fois 10 puissance 5. On est déjà à 10 puissance 12 rien qu'avec l'évidence 1 et 2. On est juste avec 10 puissance 12 sur les deux premières évidences. Donc ça donne un facteur K, ça donne un odds qui va être 1 plus le produit des deux, hein, 1 plus K sur la probabilité a posteriori, ça va être 1 plus K, ça va être K sur 1 plus K. Tout simplement. Oui, montez pour vous expliquer, monsieur Ampère. Je vous invite à monter si vous avez des explications. Montez. Voilà. Bonjour, monsieur. Bon, je ne demande pas pour te contredire. Hein. C'est la démonstration est claire. Mais moi, je vais expliquer quelque chose. Je prends ton exemple, toi qui es mathématicien. Il y a un dé à 6 faces. Oui. Et chez moi, je fais un dé truqué. Donc, je laisse par exemple la face 6 avec beaucoup de char, avec beaucoup de masse. Et après, je dis à Serge, voilà, on va jouer à ce jeu-là. Et si le 6 sort, je vais gagner 10 euros. Et les autres nombres, tu vas gagner 1 euro. Moi qui ai truqué le dé, sachant qu'à chaque fois que je vais jouer avec Serge,
j'ai 9 chances sur 10 de toujours tomber sur le 6 parce que le jeu est truqué. J'appelle Serge et des gens tout autour. On rédige un mémorandum qui dit que c'est seulement ce que le dé va montrer qui fera foi. Voilà. Et Serge acceptait ça, tout le monde acceptait ça. Et on dit qu'on ne pourra plus changer. De l'autre côté, Serge a fait les mathématiques. Il sait que bon, en répétant plusieurs fois la même expérience, c'est une chance sur 6. C'est une limite à très long terme. Et après, maintenant, on joue plusieurs fois, mais Serge s'aperçoit que le vieux ampère a toujours gagné. Mais je ne suis pas d'accord. On dit à Serge que mais tu n'as plus à ne pas être d'accord, tu as déjà signé. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, même si les mathématiques de Serge prouvent le contraire, prouvent la vérité, mais le fait que Serge se soit engagé à signer avec tout l'entourage à signer, eh bien, les décisions du Conseil constitutionnel seront comme les axiomes de Serge de Piano où personne ne pourra jamais les démontrer. Je ne sais pas quelqu'un qui a démontré une axiome un jour ou une axiome qui contredit une autre axiome. C'est pour ça que j'ai dit que moi, même si ta démonstration est vraie, mais la logique philosophique de la chose fait qu'en fait, le Conseil constitutionnel aura toujours le dernier mot. Voilà ce que je voulais expliquer. Si tu as une question à me poser. Honnêtement, je n'ai pas compris ce que tu essaies de faire. J'avoue que je suis perdu. Celui qui a compris peut expliquer, je descends. Non, je suis perdu, je n'ai rien compris. Tu essaies de dire quoi en fait? C'est ça que je veux comprendre. Mais c'est très clair. Non, mais je te jure, c'est pas clair, je suis humble, je te pose action. Non, j'ai dit par exemple que parce que même déjà ta définition d'axiome, elle est un peu foireuse, quoi. Vas-y, explique-moi alors pourquoi tu peux démontrer une axiome. Une axiome, c'est un principe de base qu'on ne peut pas démontrer, mais dont l'application donne des résultats justes de base. C'est-à-dire qu'une axiome, ce n'est pas simplement de dire c'est une proposition non démontrable. C'est une proposition non démontrable que tant qu'on le prend pour vrai, ça donne des résultats justes, observables, vérifiables et tangibles. C'est hyper important. L'axiome, c'est pas simplement de dire j'ai une affirmation que je ne peux pas démontrer, c'est tout. Non, c'est une affirmation que je ne peux pas démontrer, mais que dès que je l'utilise comme base de départ, tout le reste prend sens. Mon cher ampère. Bon, je pense que quelqu'un a compris ce que j'ai dit là. Qui a compris? Moi, je n'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Bon, je recommence. Excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je disais que le monsieur est parti. Oui, Flamme, allez-y, je vous écoute. Elle est mutée, Elle peut se démuter. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, si j'ai bien compris le monsieur, je pense qu'il émettait le fait qu'à la base, les données n'étaient pas réelles, en fait. Les données de qui? Il a pris un exemple des dés. Les règles du jeu. Madame, les règles du jeu. Donc, ça veut dire les règles du jeu de l'élection? Oui, en fait. Par exemple, ça peut être ça. Très bien. Mais en fait, parce que quand tu me dis, je joue avec toi avec un dé truqué. Au bout de 2 lancers, je ne peux pas conclure que le dé est truqué. Mais je peux me fixer un seuil. Si je considère que la probabilité d'un résultat est extraordinaire, c'est-à-dire que la probabilité d'apparition de ce résultat est inférieure à 5%, je peux fixer mon seuil de l'extraordinaire et l'ordinaire. À partir de là, si on obtient avec toi un résultat qui est déjà inférieur à mon seuil, je vais partir du principe que le dé est truqué. C'est très facile à vérifier. Hein. Tu fais simplement probabilité de dé truqué, sachant résultat, la probabilité de l'hypothèse d'un dé truqué, sachant les résultats, ça va te donner probabilité des résultats, sachant dé truqué, sachant dé truqué, enfin, probabilité que le dé soit truqué. Ça, c'est une probabilité qui est a priori, c'est souvent ça d'ailleurs, une probabilité qui est a priori que tu dois mettre et qui est d'ailleurs très faible, puisque les dés truqués, ça ne court pas les rues. Maintenant, si je sais que je joue avec un père qui est quelqu'un de malhonnête et que à tout moment, il peut essayer de me faire à l'envers, oui, je vais mettre un a priori plutôt fort sur la probabilité d'un dé truqué et de telle enseigne que ensuite, la fonction de partition en base, si je fais le rapport, si je me rends compte que j'ai lancé le dé 9 fois, j'ai trouvé 6-9, si la probabilité de dé, sachant qu'il est non truqué, c'est 1/6 à la puissance 9, 1/6 à la puissance 9, ça donne quoi? C'est la calculatrice, 1/6 à la puissance 9. Ça tend vers 0, continue. Non, j'aime bien être précis, t'inquiète, je vais le faire. 1,6 fois 10 puissance moins 7.
Voilà. Donc, tu vois que le facteur de baisse, il explose, quoi. Donc, direct, au bout de se lancer, je sais que le dé est truqué. Mais tu es en train de m'expliquer que si tu m'entourloupes au départ, tu me fais signer le jeu. Dans tous les contrats, on a le droit de le dénoncer si la règle n'est pas claire. Je recommence, puisqu'il y a une jeune dame là. J'ai dit, voilà. J'ai pas fini ma phrase. Je disais que dans tout type de contrat, s'il y a des règles cachées, c'est suffisant pour dénoncer le contrat. Si si j'ai signé parce que tu as affirmé que le jeu était équitable, à savoir on a un dé équilibré, si j'ai signé, si j'ai la preuve que le dé est truqué, il me suffit de faire un calcul des probabilités pour démontrer que sur l'hypothèse d'un dé équilibré, ce résultat est extraordinaire. Ça doit normalement lancer l'ouverture d'un audit pour vérifier, pour vérifier si le dé est équilibré. Donc, ce n'est pas fataliste. Ce n'est pas de dire, tu as signé dès le départ, même si les truqués ferment ta gueule. Ça, c'est la justice du Cameroun. Et c'est une justice qu'on ne veut plus voir. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne comprenais pas ce que tu essaies de montrer. Voilà. Ça, la justice du Cameroun, c'est ça. C'est de dire, tu as signé, même si j'étais entourloupé dès le départ, tu as signé, ferme ta gueule, c'est fini. C'est les actes du chef de l'État. Ils sont empreints du sceau de la souveraineté, blablabla. Mais ça, c'est le Cameroun, mon ami. Ça, c'est le Cameroun qu'on ne veut plus voir. Et moi, dans mes lives, je parle d'un Cameroun que je ne veux plus voir. Je parle de la norme. C'est-à-dire que si j'arrive à démontrer que derrière l'affirmation que tu m'as faite d'un jeu équitable, il y avait une affirmation foireuse, à savoir, tu avais truqué le dé pour me voler de l'argent, c'est suffisant pour dénoncer. Vous croyez que si le loto truque ces jeux ici pour ne presque jamais donner de gagnant, vous croyez qu'on ne va pas les poursuivre? On va les poursuivre, mon ami. On ne va pas te dire, quand tu as signé, tu croyais que c'était équilibré, non? Tu dis oui. Bah alors, c'est bon, tu as déjà signé, c'est bon, c'est fini, ça va. Non, ça marche comme ça dans une république bananière, pas dans une république normale. On comprend ta révolte, on est même peut-être avec toi. Mais le problème honnêtement, je vais t'expliquer que je n'ai pas le temps de faire les philosophies sur des mondes à la con. Je te pose quand même une question avant. Je vais te dire, les éléments que j'ai, est-ce qu'ils sont plus forts que l'affirmation du Conseil constitutionnel? Les données qu'on a. Bon, voilà, c'est ça ma question, réponds à ma question. Non, les données que j'ai, Mantib, on va pas partir tout. Je fais pas de live pour philosopher sur des mondes parallèles. Il y a un monde de merde qui est la noirie, que je ne veux plus voir. Et donc, pour moi, c'est de démontrer à quel point c'est mauvais, et je vais à chaque fois dénoncer tout ce qui ne va pas. Je ne vais pas considérer que c'est normal et commencer à tordre la logique en partant du fait que c'est normal. Déjà, dans la définition d'axiome, tu ne connaissais pas la définition d'axiome. C'est pas grave. Ça peut arriver qu'on ne sache pas. Beaucoup de gens se plantent dedans, un peu comme les couillons qu'on voit de temps en temps faire des affirmations en mécanique quantique, alors qu'ils n'ont rien compris en mécanique quantique. C'est pas un problème. Une axiome, ce n'est pas simplement une proposition non démontrable. Il y a plein de propositions non démontrables. Est-ce que je peux te démontrer que la sorcellerie n'existe pas? Ben non, je ne peux pas te démontrer que ça n'existe pas. Je ne peux pas te démontrer que la sorcellerie n'existe pas. Est-ce que je peux te démontrer que l'Onjunju Kaleba n'existe pas? Je ne peux pas te démontrer que l'Onjunju Kaleba n'existe pas. Pour autant, ça doit être une axiome? Non. Si je commence à supposer que je vis dans ce monde avec un Joujou Kaleba, ça conduit à quoi? Est-ce que ça conduit à des choses vérifiables, observables? Ben non. Donc on ne peut pas considérer ça comme un axiome. Il y a une deuxième condition de l'axiome que la plupart des giclures oublient. On a souvent vu des gens venir défendre la sorcellerie avec ça. Que les gars, même en mathématiques, tout ne se démontre pas. Hein. Tu sais ce que c'est qu'un axiome, Serge? Comment tu fais donc? La sorcellerie, ça peut être aussi un axiome. J'ai déjà eu ce genre d'argument débile. Je sais très bien le raisonnement qu'il y a derrière. Ça vient du fait que le mec qui fait ça au départ, il ne connaît pas la définition d'une axiome. Donc tout ton raisonnement, il va à la poubelle direct parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une axiome. Et la décision d'une personne ne saurait être une axiome. Toute décision, on peut les remettre en question. C'est pour ça qu'en justice, on a ce qu'on appelle l'appel. En justice, on a ce qu'on appelle les recours. En l'occurrence, il aurait fallu que si on veut être puriste, qu'on puisse avoir un recours après la décision du Conseil constitutionnel. Parce que Chiroma, avant le recours du Conseil constitutionnel, n'a rien à aller réclamer. Il a des données qui lui donnent gagnant, principe de charité, il n'a aucune raison de penser que le Conseil constitutionnel va dire autre chose. Donc, il attend la conclusion. Sauf qu'il n'y a pas de recours de la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est un problème déjà. Parce que dans des démocraties, tu peux faire un recours à la justice. C'est-à-dire qu'on peut valider que tu as gagné, tu portes plainte, tu apportes des preuves que les éléments que tu as remettent en question le résultat, la justice ouvre une enquête qui peut conduire à l'invalidation des résultats. C'est ça l'exemple que je veux dans mon pays. Je n'ai pas envie de disserter de la merde. Je ne vais pas venir disserter que oui, bon, tu comprends, le Cameroun, c'est un monde de parallèle, les dés sont truqués par avance, si c'est biaisé, machin, blablabla. Non, moi, mon analyse de ce live, ça s'appuie sur des données vérifiées, vérifiables. Je rappelle que les PV de Chiroma Bakary sont des PV qui sont publics. Ces PV ne sont pas exclusifs à lui. C'est des PV que tout candidat qui avait des scrutateurs dans les mêmes bureaux de vote que lui en a une copie. Je n'ai pas vu un candidat, je rappelle que Bobson, qui était avec nous ce matin, m'a expliqué qu'il allait m'envoyer ses PV. Antoine, qui est témoin, il était dans ce débat-là. J'ai rien reçu. J'ai dit à quand il a fait l'affirmation qu'il n'avait pas confiance aux données de Chiroma, on l'a coincé.
On a dit, qu'est-ce qui te permet de remettre en question ces données? Comme il n'avait rien, il a menti. Il a menti que non, j'ai vu un endroit où quelqu'un disait que le PV de Chiroma ne correspond pas parce qu'il avait un autre PV alternatif. Je lui ai dit que non. Si tu as quelqu'un d'autre qui présente un PV différent de celui de Chiroma pour le même bureau de vote, tout ce que tu prouves, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Mais tu n'as pas prouvé qui a raison, qui a tort. Si avec ça, tu dis que c'est Chiroma qui a tort, c'est que tu as un a priori. Ce n'est pas normal. Il te faut un troisième PV. Il faut par exemple qu'un autre candidat te dise, voilà le bordereau que j'ai reçu. Ah, il correspond à celui que l'autre a présenté. Donc, c'est Chiroma qui ment. Là, ça va. Et ça, c'est pas toujours la preuve, hein, parce que les deux peuvent s'entendre. Mais si on veut raisonner de façon bayésienne, ça baisse la crédibilité du PV de Chiroma. Ça, c'est sûr. Mais avec 1-1, ça ne baisse pas. Ce n'est pas, on ne peut pas trancher. Avec rien en face, encore moins. Donc, les données de Chiroma sont fiables. Et personne ne les a remis en question. Et je vous dis, tous les simagris qu'on a vu les gars faire des vidéos pour dire, regardez là, dans le drive, on a ouvert le dossier il y a 1 an, il y a 2 ans, Chiroma avait déjà fabriqué les résultats qu'il a présentés. Ça, c'est des conneries. Il vous suffit, très simplement, je vous dis, les PV que Chiroma a reçus ne sont pas exclusifs à Chiroma. Tous les candidats qui avaient des scrutateurs dans ce bureau de vote sont réputés avoir les mêmes copies. Est-ce que vous en avez vu un venir dire que ce que j'ai ne correspond pas à ce que Chiroma a? Non. C'est la seule façon de remettre ces PV en question. Et c'est même la plus simple. D'autant plus qu'on a eu des opposants qui ont joué le jeu du régime. Cabral a bien joué le jeu du régime. Donc Cabral pouvait très bien, dans le but d'aider le régime, dans la continuité de son aide au régime, dire non, non, non. Là, les gars, moi, je ne sais pas, moi, dans le bureau de vote d'un Ngok Mapoubi, je vois dans les PV de Chiroma que lui, il a gagné là-bas à 58%. Non, c'est faux. Dans ce bureau de vote, c'est moi, Cabral, qui ai gagné. J'ai un PV qui prouve que j'ai gagné là-bas à 73% parce qu'on est chez les Bassa, c'est chez moi. Donc, je ne comprends pas comment un vendeur de bœuf, Kai Walai, Kai peut venir gagner dans mon village. Jamais de la vie. Donc, il manque. Rien que un, il suffit d'un. Je rappelle qu'il suffit d'un élément dans ce sens-là pour que les données de Chiroma deviennent corrompues, polluées et remettent en question toute mon analyse. Tant que les données de Chiroma sont vraies, cette analyse est béton. J'ai fait une analyse basée sur des données avec des hypothèses très conservatrices pour montrer que malgré l'extrême prudence que je prends, la conclusion est imparable. 99,9935%. En partant du principe que bien, même si j'ai un a priori que bien gagne à 95%, et cet a priori est justifié par tous les arguments que les Sardinais ont développés pour dire que Chiroma ne pouvait pas gagner. Ah, il est arrivé à la campagne à la dernière minute. Il a servi Paul Biya. Paul Biya a les représentations partout. Les chefs de village travaillent pour Paul Biya. Tout le sud est acquis à Paul Biya. Tout le grand nord est acquis à Paul Biya. Le RDPC est partout. Paul Biya gagne depuis 43 ans. Blablabla. Bla, 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 bla. Oui, tous ces éléments-là font que oui, on part au départ avec une chance, avec 95% de chance de Biya de gagner. Mais vous voyez que ça change strictement rien si vous n'avez pas les preuves pour soutenir cela. Si le gars en face a des preuves qui soutiennent ce qu'il dit, et vous n'avez rien, rapidement, on passe avec juste la première preuve, les 18% de PV, les 18%, les PV des 18 départements, pardon, font passer la probabilité de Chiroma de 5% à 96%, direct. Rien que cette preuve-là. Paul Biya qui au départ a 95% de chance de gagner, il passe subitement à moins de 4% de chance de gagner, et Chiroma qui en avait 5 passe directement à 96,25%. 96,15%, pardon. Oui. C'est des données. Parlons des données. Je peux poser une question? Pose ta question, cher ami. Serge, est-ce que tu es conscient que les deux ensembles ne sont pas isomorphes? Ça veut dire quoi? Où est le rapport ici? Non, mais voilà. C'est pour ça que je te dis que quand explique aux gens ce que ça veut dire isomorphe. Non, quand tu t'adresses aux gens, il faut connaître. Mon pote, mon cher ami, tu viens avec des choses qui n'ont aucun sens, j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire isomorphe. Là, je vais jouer le gars qui ne sait pas. Explique aux gens ce que ça veut dire. Explique ce que ça veut dire aux gars, deux ensembles isomorphes. Définis les deux ensembles. Tu parles de quel ensemble? Quels sont les deux ensembles que tu dis qu'ils ne sont pas isomorphes? Où est le rapport ici? Ou tu veux juste me montrer que tu as fait aussi des cours de mathématiques? Vous êtes des gars qui allaient en classe, vous ne comprenez rien. Dis-moi les deux ensembles ici impliqués, tu me dis en quoi ils ne sont pas isomorphes. Tu me dis le lien avec l'isomorphisme ici. Vas-y, dis-moi. Débloque ton micro, mon pote. À la flamme, tu peux le convaincre de débloquer son micro. Parce que moi, je ne comprends pas là. J'ai dit, tu as un ensemble avec tes lois où tu demandes quelque chose de très vrai avec une rigueur, une cohérence. De l'autre côté, ils ont un autre ensemble qui est incohérent, qui donne des résultats fallacieux. Et maintenant, il n'y a pas d'isomorphisme, c'est-à-dire il n'y a pas de lien. Les deux modèles ne sont pas superposables.
en utilisant, en ne comprenant même un mot, tu comprends au moins. Donc maintenant, toi, je vois pas le rapport ici avec l'isomorphisme, c'est ça que j'essaie de dire. Parce que tu n'as pas pu aller loin à l'école, c'est ça. Tu ne comprends pas. Je vois pas le rapport avec l'isomorphisme, en fait. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport ici. Je vois pas le lien. Tu me parles de quel ensemble? Tu me dis l'ensemble où il y a les données qui sont vraies, l'ensemble où il y a les données foireuses. Les deux ensembles ne sont pas isomorphes. Ils peuvent très bien être isomorphes. Je vois pas en quoi ils sont pas isomorphes. L'isomorphisme, c'est quoi? D'après toi, c'est quoi l'isomorphisme? Vas-y, il est parti. Oh merde, il est parti. Il est parti. Il y a quelqu'un qui me dit, laisse-le finir, pardon. Toi, monte, fini. Démocratie, monte, s'il te plaît. Faites monter démocratie, n'existe pas. Il monte m'expliquer pourquoi on doit le laisser finir. Il y a quand même un truc qu'il faudrait intégrer, c'est que, quel que soit le contrat que tu peux passer, si à un moment, il y a une manœuvre dolosive dans le procédé, c'est fini, ton contrat n'existe plus. Donc là... Mais c'est ça. En fait, tu vois, les Sardiniens sont de plus en plus embarrassés parce que quand ils voient que la démonstration est très forte... On était en train de dire tout à l'heure que lorsqu'on découvre qu'il y a un dol dans un contrat, même s'il est décédé... Tu dénonces le contrat, c'est tout. On dénonce et puis ça n'existe plus. Je signe un contrat de bail avec toi, tu me dis ta maison va très bien. Première pluie, il y a un gros trou. On demande que le trou n'est pas arrivé hier. Ça veut dire qu'il y avait un vice caché, c'est tout. J'achète une voiture chez toi. J'arrive à démontrer qu'il y avait une panne qui existait avant que tu me vendes et que tu étais conscient. C'est un vice caché. Ça annule la vente. Un tribunal annulera la vente. Et on peut très bien avoir un ensemble juste en face, un ensemble corrompu en face, qui soit isomorphe. L'isomorphe, ça veut simplement dire, ça vient du grec, comment on appelle ça? Isos égale, morphé, ça veut dire forme. Donc ça vient du grec, ça veut dire même forme. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont la même structure, même s'ils n'ont pas le même type d'éléments? Ils ont la même structure. Il faut juste qu'ils aient la même structure, même s'ils n'ont pas le même type d'éléments. Et deux ensembles sont isomorphes, si tu peux créer une application bijective entre les deux. Donc, une application ne peut être que bijective entre deux ensembles, si seulement si les deux ensembles ont la même taille, rigoureusement. Mais où est le rapport ici, les gars? Où est le rapport? C'est des mots qui font gagner 5 points dans les débats. Oui, il peut balancer ça sur un plateau de la CRTV, personne ne saura lui dire que c'est de la merde. S'il est face à Braham Dakan, tu vois, ça va aller. Oui, voilà, c'est ça. Personne ne dit que ça merde. Non, ça n'a juste aucun sens. ISO, ça veut dire même structure. Ils ont la même structure. Tu peux très bien avoir un ensemble de fraudeurs et un ensemble de pasteurs qui ont la même structure. Tu peux très bien avoir un ensemble dicté par des morales et en autre face, un ensemble qui soit dicté pas par les morales. S'ils ont la même structure et tout, tu peux établir un isomorphisme entre les deux, point barre. Donc ta question, mais encore, en quoi ça vient chercher le rapport ici? Je sais pas, Antoine, il remonte, je vais le laisser discuter avec toi. Il a envie de remonter, discuter. Tiens, il va monter à Libé Live. On a besoin des JQ, pareil. On a besoin des JQ comme ça, quoi. Et pour que les gens comprennent, hein, je peux très bien avoir un ensemble. Attends. Je peux très bien avoir un ensemble avec 3 éléments, 1, 2, 3, et un autre ensemble avec 3 éléments A, B, C. Vous voyez que c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes éléments. D'un côté, on a des chiffres, de l'autre, on a des lettres. Mais en face, on a 3 éléments. L'ensemble a 3 éléments. 1, 2, 3. De l'autre côté, l'ensemble a 3 éléments A, B, C. Donc, on peut établir une bijection. Je peux, par exemple, faire 1A, 2B, 3C. C'est une bijection. Voilà. Mais c'est sauf ça peut ne pas être bijectif aussi. Dans un isomorphisme qui n'a pas de bijection? Non, pas isomorphisme. Tu peux avoir 2 ensembles. Non, attends, Motim. Comment ça, tu peux avoir 2 ensembles isomorphes sans qu'on puisse avoir une bijection entre les deux? Donne-moi la définition de... Non, ne me donne pas la définition. Moi, je suis non, si tu ne veux pas discuter, tu dégages. Mon pote, si tu veux faire les affirmations et tu ne réponds pas, tu dégages. Je te repose la question la dernière fois. Donne-moi la définition d'isomorphisme. Tu ne peux pas poser une question à ton professeur. Voilà les sardines. Non, tu ne peux pas poser une question Attends, je te manque. Fais-nous un coup de mathématiques. Vas-y, fais-nous un coup de maths. Vas-y. Vas-y, professeur, fais-nous un coup de maths. Voilà les sardines. C'est pas possible. Je vais te montrer que quand tu as un système qui est biaisé, le système camerounais est biaisé, corrompu. C'est un dieu truqué. De l'autre côté, toi, tu démontres, tu fais une démonstration rationnelle qui est une bonne démonstration. Maintenant, le véritable problème est que qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est normal qu'on se révolte. Mais à la fin, qui va prendre la décision? C'est ça le vrai problème. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Que même au niveau de la physique,
D'accord? Tu sais ce qu'on appelle la relativité. Tu es dans un ensemble, tu es dans un espace. Et puis là-bas, tu as des règles qui sont que liées dans cet espace. Toi, tu es dans un espace de vérité, de rigueur. Mais là-bas, ils ne sont pas dans un espace de rigueur. D'accord? Entre les deux, tu ne peux pas dire que ce que toi tu fais, eux, ils vont comprendre ça. Eux, ils ne peuvent pas dire que ce que toi tu fais, eux, ils font, toi, tu dois comprendre ça. Maintenant, tu vas t'adresser maintenant à quelle juridiction pour faire valoir ton droit, ta rigueur. C'est ça que tu ne veux pas nous dire. Tu as fait une démonstration statistique. Tout le monde a vu ta démonstration que voilà. Et bon, tu n'as même pas tellement parlé des écarts types. Bon, ça, non, il n'y a pas besoin. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Là, c'était une analyse bayésienne. Il n'y a pas besoin de faire des écarts voilà. types. Donc, tu sais ce qu'est une analyse bayésienne ou pas? Non, ne me pose pas de questions. Moi, je suis docteur. Toi, tu n'es pas docteur. Tu es docteur en quoi? Tu es docteur en quoi? Mais tu tapes sur Internet. Oui, vas-y, dis-moi. Dis-moi, c'est quoi? Martin Dingbe, avocat droit en paix. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas docteur ingénieur. Moi, je le suis. Oui, c'est pas grave, mais tu vas montrer que tu as des connaissances. Non. Ferme ta gueule. Mon ami, tu te prends pour qui là? Tu crois qu'un docteur, il impressionne avec quoi? Non, j'ai des enfants. Mon ami, si tu as des connaissances, montre-le. Au lieu de dire, moi, quand je viens ici, je parle de statistiques, je les expose, je fais un exposé. Je ne vais pas dire, je suis ton sergent, je vais pas te montrer. Si je faisais ça, je serais un débile. Arrêtez d'être aussi débile, vous les noirs. Quand tu connais, prouve que tu connais par la démonstration. Ne viens pas dire, je connais, je suis docteur. Tu peux être docteur et raisonner comme un villageois. Tu connais pas les docteurs qui, Jacques Famindongo, il est docteur ou pas? L'autre là qui était venu 32 gigas, 500 gigas, il est docteur ou pas? Vous êtes nombreux comme ça à avoir des diplômes, mais que vous n'avez rien compris. Déjà, tu me dis que tu es docteur, tu connais pas la définition d'une axiome. Si tu es docteur en mathématiques, c'est grave. C'est grave. Ton Martin Dembé là, qu'est-ce qu'il fout d'ailleurs, ce mec-là? Martin Dembé, compère avant. Moi, je vois rien avec docteur. Dis-moi, je te trouve avec ton doctorat, mon ami. Tu tapes dans Martin Dembé, c'est Dembé. C'est le N devant? Martin Dembé. Je trouve rien, moi. Martin Dembé, copain d'avant, enseignant. Il est enseignant à Clermont-Ferrand. Donc, né en 1960, il est en CAPES en mathématiques. Ingénieur physicien mention. Et il ne sait pas ce que c'est que la définition de Martin Dembé. CAPES, ingénieur, hein, blablabla. Non, mais sérieux, quoi. J'exprime non plus. Donc, il enseigne où, d'ailleurs, ce mec? Donc, il a un CAPES de mathématiques. Donc, il doit enseigner dans un collège ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, il a une thèse qui est quoi? Docteur en sciences de la Terre, mention géophysique. Ah, il a une thèse de doctorat en mention géophysique de la Terre, sciences de la Terre. Je ne suis pas en train de dire que c'est rien. Hein. Mais mec, j'aime pas parler de maths à nous, connard. Tu es docteur, en sciences de la Terre, de la vie de la Terre. Mec, on parle de mathématiques pures, abruti. Oui, mais je comprends, lui, il met une dose de philosophie là-dedans. Oui, en fait, les ensembles ne sont pas isomorphes. D'un côté, on est au milieu de Jean Cartésien et de l'autre côté, on est au milieu de Sardinard. Donc, la vérité... Et oui, mais la vérité... Mais l'isomorphisme ne tient pas compte d'un critère qualitatif. Ça tient compte du critère quantitatif, c'est tout. Donc, il a côté la plaque. Il a côté la plaque. Ce qu'il voulait te dire, mais ce qu'il voulait te dire, c'est que, en fait, on n'est pas dans le même monde, quoi. Oui, mais d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec l'isomorphisme. Encore, il n'a pas tort. Non, je suis désolé. Tu veux venir jouer à l'interro, prends les analogies qui ont un sens. Je suis désolé. L'isomorphisme, ça ne prend en compte que le critère quantitatif. Est-ce que les deux ensembles disent la même chose, mais dans un autre langage? D'un côté, on a combien d'éléments? On a 20 éléments ici, d'autre on a 20 éléments. Ici, c'est les feuilles, c'est l'ensemble des arbres, et là-bas, c'est l'ensemble des formes géométriques. À chaque forme géométrique, on peut associer une seule feuille d'arbre, c'est tout. Je suis désolé. Ce qui veut dire, il a raison, mais l'analogie est pétée du cerveau. Voilà, l'analogie est pas bonne. Ce qui veut dire, oui, mais moi, c'est l'analogie que je comprends. Il y a un ensemble, d'un côté, il y a un ensemble cartésien, et de l'autre côté, il y a un ensemble. Il y a un ensemble gicluesque. La vérité parallèle est aussi une vérité, quoi. Voilà. Exactement. Oui, c'est un ensemble où la sorcellerie est une preuve qu'on peut. Voilà. Oui, un doctorat, c'est pas rien, les gars. Hein. Il a un doctorat en sciences et vie de la Terre. Le problème avec... en fait, quand vous avez un doctorat dans un domaine de compétences, restez dans votre domaine de compétences pour éviter de vous faire humilier. Moi, je suis ingénieur en mécanique de fluide. Si je commence à aller dans des lives où ça parle de chirurgie
ou orthopédique, et j'arrive là-bas, je vais m'imposer en disant, hey, les gars, hein, je suis mathématicien, la structure, la résistance mécanique d'un os, je connais, hein, je peux la calculer avec la formule de Hooke, du Hamel généralisé, machin bidule. Ouais, on va me dire, mec, où est le rapport avec de quoi on parle? On te dit qu'il y a un os qui a été brisé parce que, je sais pas moi, le rapport, il est où? Je vais commencer à passer pour un con. Je passerai pour un con, c'est tout. Donc, je vous dis, c'est important, quand vous êtes bon quelque part, c'est important chacun de rester dans son domaine de compétences pour éviter d'être justement humilié comme ce mec. Il a voulu monter faire ça. Et je suis sûr que avec la science et de la vie et la terre, il pouvait trouver une analogie bien plus pertinente. Je suis sûr, tu es docteur en sciences de la vie et de la terre, je suis désolé, Ampère, tu pouvais trouver une analyse bien plus pertinente de ton domaine pour illustrer ce que tu essayais de dire. Il y avait une analogie bien plus pertinente. Mais comme ça parlait maths, tu as voulu montrer que toi aussi tu as fait les mathématiques. Et toi, tu t'es chié dessus. C'est pour ça que tu ne connaissais pas la définition d'axiome. Un matheux ne peut pas se planter là-dessus. Parce que c'est la base fondamentale même de tout ce que nous faisons. Tu as parlé des axiomes de piano. C'est très bien. C'est très bien que tu saches les axiomes de piano. Mais encore une fois, c'est des vérités non démontrables. Et on a su ça d'ailleurs grâce au théorème de Gödel. C'est grâce au théorème de Gödel qu'on a arrêté de chercher à démontrer tout. On a compris qu'il y a des choses qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas démontrer. Point. Donc ça ne sert à rien. Par contre, on sait que c'est bon. Quand on prend ça comme base de fondement, comme base, ça donne des choses justes. Ça ne donne pas des aberrations. Par contre, si tu veux dire que la sorcellerie est une axiome, essaie de me dire le produit que tu vas obtenir parce que les axiomes mathématiques, ça envoie des hommes sur la fusée. Ça envoie des hommes sur la Lune. Mais toi, il faudrait que tu me trouves un résultat qu'on peut obtenir en considérant que la sorcellerie existe. Un résultat palpable. Voilà, parce que non, je suis désolé, je sais que tu n'as pas parlé de sorcellerie, mais dans les gens qui ne comprennent pas, je vous dis, je suis allé bûcher la mécanique quantique juste pour traquer les malhonnêtes, parce que j'en avais marre de tomber parfois sur des gars qui te disent, ouais, mais Serge, le monde dans notre niveau n'est pas toujours vrai sur le monde sous un autre niveau, hein? Tu connais quand même les lois de la mécanique quantique. Il se trouvait que c'est un truc que j'avais fait en physique, j'avais dû faire ça un semestre vite fait. J'ai fait la mécanique quantique un semestre vite fait, quoi. Ça devait être au Mans. J'ai fait ça vite fait au Mans, voilà. Donc, je ne m'étais pas intéressé à ça, puisqu'après, je suis passé dans d'autres domaines qui n'avaient strictement rien à voir avec la mécanique. La relativité générale, c'était une passion, parce que à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas aimer les sciences, je ne peux pas être matheux, et je ne comprends pas les travaux d'Einstein. Je suis allé bûcher ça pour comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ces aspects. Mais la mécanique quantique était complètement dans mon angle mort. Et donc, j'en avais marre à chaque fois de tomber sur des gens qui me racontaient des conneries sur la mécanique quantique. Ben oui, je suis allé bûcher juste les bases, suffisamment les bases. Donc oui, un mec là qui vient avec les mécaniques quantiques, il peut venir essayer. Viens, mon pote, viens avec vos analogies foireuses. Je dis pas que je suis un spécialiste, hein. Je discute avec un gars qui a fait mécanique quantique, je vais fermer ma gueule. Mais je sais qu'un gars qui a fait mécanique quantique ne va jamais utiliser ce genre d'analogie foireuse pour aller expliquer que la sorcellerie existe. Il va jamais faire ça. Donc tous les giclus qui font ça, c'est des débiles, et donc c'est suffisant pour que je les mette KO. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Quand des gens vous enfument dans un domaine, vous en avez marre, vous allez travailler le domaine. Donc, au jour d'aujourd'hui, non, pour essayer de m'enfumer en mécanique quantique, il va falloir se lever le matin, hein. Pourtant, je vous dis, c'est pas une filière, c'est pas un domaine où j'ai vachement insisté, quoi. Mais je suis juste allé comprendre les bases pour que les gars arrêtent, pour pouvoir vous contrer. Parce que je savais dire que ce que vous disiez était des conneries, mais j'avais pas d'éléments pour vous contrer, en fait. Je ne pouvais pas vous poser des questions pour montrer que ce que vous dites, c'est de la merde. Maintenant, revenez, les gars, revenez. Happy, bonjour. Oui, bonjour. Je montais simplement pour te dire en fait, Serge, que pour moi, en fait, ce qui vient de se passer, c'est beaucoup plus grave. Et il y a un texte que je vous invite à lire, que Serge a publié, avant, quand ce genre de choses arrivait sur ces panels où des gens qui étaient plutôt capés niveau études venaient raconter des choses, en fait, moi, j'étais toujours un peu surpris. Mais je vous mens pas que j'étais très, très calme à écouter parce que si vous lisez le premier paragraphe que Serge a publié hier à 13h30 sur la différence ou bien globalement l'éducation entre l'éducation et l'instruction, vous allez comprendre en fait ce qui vient de se passer. Je vais un peu faire le parallèle avec son texte et tout pour que vous... Tu peux le lire, hein, ce serait intéressant. Oui, donc je veux juste prends ton temps, tu le lis. Te mets en grand, prends ton temps, tu le lis. Pour une fois qu'on vient me citer moi-même dans mon propre live et pas Wilfried et Kanga et d'autres personnes, excusez-moi, je vais quand même pas bouder mon plaisir. Donc, je vais commencer en fait. Donc, l'éducation, matrice de la justice et de la morale. Il y a une première citation d'Épithète. Ce n'est pas l'instruction qui fait l'homme, mais l'éducation de son âme.
On confond trop souvent l'éducation et instruction. L'instruction, c'est savoir lire, écrire et calculer. Le cas de notre ami Ampère ici. Mais l'éducation, c'est apprendre à penser, à ressentir justement et à agir avec mesure. C'est la Qui te dit que je ne suis pas éduqué? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu peux me laisser terminer juste avec le premier paragraphe? Je n'ai même pas encore dit que tu n'es pas éduqué. J'ai juste dit que tu es instruit. Je n'ai pas encore dit que tu n'es pas éduqué. Est-ce que tu peux me laisser juste dérouler et après tu vas pouvoir... Si le coupe encore, je suis obligé de te descendre et tu remonteras après en père. Donc, désolé. Là, je répète, donc j'ai juste dit... On te respecte en tant que prof. S'il te plaît, permets-nous de te respecter. Non, c'est pas ça, Serge. Je n'aime pas quand les enfants me dénigrent. Il n'y a pas d'affaire d'enfant ici, mon pote. Je rappelle que je n'ai pas encore dit qu'il n'est pas éduqué. J'ai juste dit, on confond trop souvent éducation et instruction. L'instruction, c'est savoir lire, écrire et calculer. Le cas d'Ampère ici, c'est juste ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore, je n'ai rien dit d'autre. Pourtant, tu le pointais même pas en fait. Hein. Mais l'éducation, c'est apprendre à penser, à ressentir justement, à agir avec mesure. C'est la distillation lente des valeurs universelles. 2 points. La dignité, la justice, la tempérance, la bienveillance et la responsabilité. Je vais m'arrêter ici avec la justice parce que qu'est-ce qu'il a fait Ampère? Il est arrivé, il a dit, Serge, ta démonstration est cohérente, rien à dire, on ne peut rien ajouter à ça. Mais, qui décide? C'est le Conseil constitutionnel. Donc, une fois que les candidats se sont engagés sur cette base-là, ils n'ont plus rien à dire par la suite. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Ça entre en contradiction aussi avec l'une des valeurs universelles qui est marquée, peut-être même d'autres, la justice. Parce que dans votre discussion, à plusieurs fois, tu as essayé de lui faire comprendre en fait que monsieur, dans un pays normal, on peut toujours faire un recours si on constate qu'il y a des choses. Il a persisté en disant non, ils se sont engagés sur ça. Donc, voilà, ça ne sert à rien, il n'y a pas de mot à dire. Donc, ça veut dire qu'on a quelqu'un en fait qui est instruit, qui est doté, en partant du principe, on va appliquer le principe de charité, dire que non, monsieur Ampère a bien compris tout ce qu'il y a dans la démonstration pour qualifier que c'est correct. Donc, en ayant les outils qui lui permettent d'affirmer, en fait, qu'une décision qui est rendue, de savoir que cette décision est incorrecte, il se prive du droit, en fait, de dire, en fait, que voilà, ce n'est pas juste parce que, pour moi, il n'y a pas un ancrage, en fait, avec cette valeur universelle qui est justement la justice. Parce que quelqu'un qui a eu cette distillation de cette valeur-là, qui a les outils qui lui permettent en fait de comprendre en fait qu'il y a une décision qui est injuste, ne va pas demander à des personnes qui ont été victimes de cette injustice de dire en fait que parce que dès le départ, ils ont accepté certaines conditions, peu importe ce qui se passe par la suite, ils doivent juste s'en tenir à ça, malgré le fait que lui sache en fait que c'est malgré le fait qu'il a des outils qui lui permettent d'arriver à la conclusion que c'est injuste. Donc je vais faire le premier paragraphe en fait sur l'éducation mère de la justice en petit 1. Un peuple éduqué ne brûle pas un voleur de téléphone. Il le juge, te punit selon la loi, mais ne se fait pas justicier. C'est l'absence d'éducation, donc l'absence de repères moraux, qui transforme la colère en barbarie. Les stoïciens l'avaient compris. Avec une seconde citation d'Épithète, ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. L'éducation, virgule, c'est précisément cette capacité à penser, beaucoup avec penser avant d'agir, à comprendre que la justice n'est pas vengeance, mais équilibre. Donc ça veut dire en fait que tout ce qu'il a acquis durant son parcours, en fait, donc pour lui en fait pour lui c'est on doit totalement toujours, peu importe s'il y a une injustice, même si lui il arrive à avoir des éléments, ça veut dire que par exemple monsieur Ampère n'aurait jamais ne saurait jamais donner la peine s'il avait la démonstration que Serge a effectuée qui montre que le résultat du Conseil constitutionnel est une aberration. Lui par exemple il aurait gardé ça chez lui en fait, donc il n'aurait jamais étalé ça au grand public comme Serge a fait pour dire que voilà, sur quelle base moi j'arrive à vous dire ceci, donc maintenant après, donc lui il aurait gardé ça pour lui parce que voilà, il ne considère pas en fait que voilà, il y a besoin de ça pour maintenir l'équilibre. Pour lui c'est juste voilà une affaire de on avait signé ceci au départ et tout, donc peu importe et tout, on s'en fout de la justice. Elle enseigne, je reviens sur le texte, elle enseigne à séparer l'émotion de la raison, la colère de la loi. Sans cette distance intérieure, la société se laisse gouverner par la pulsion.
Donc, c'était juste en fait pour vous dire en fait que moi, après avoir lu ce texte, souvent je pense qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi et tout qui étaient là en commentant se disant ouais mais comment le mec et tout comment c'était un peu comme ça dans cet état-ci que j'étais, mais je ne vois pas depuis que j'ai lu en fait tout ce qui s'est passé ici, je pensais uniquement à ça en fait. Donc c'était juste la parenthèse que je voulais apporter. Je veux pas lire tout le texte et tout pour que vous compreniez et que vous ne soyez plus surpris en fait que voilà. On a des personnes et tout qui parfois qui peuvent avoir des outils pour arriver à et moi j'ai le texte devant moi. Je pense qu'il y a une partie qui était assez importante et qui revient aussi à ce que j'ai dit, l'éducation pilier de l'équité. Il faut être profondément éduqué pour défendre le droit d'un autre, même lorsqu'il ne partage pas vos idées. Ouais, c'est tout là le problème de ce qu'on a ici. Dès que quelqu'un est pro-BIA, il estime qu'il n'y a aucune raison qu'il défende les intérêts de Tiroma, parce qu'il s'en fout royalement, même si tu lui présentes les éléments que j'ai présentés qui ne peuvent pas être remis en question. Hein, je veux dire, bien malin celui qui va nous faire une démonstration qui prouve que ce que je fais là est faux. Alors, celui qui dit Adango est très amusant, bloqué. On parle des idées, tu viens me parler de moi abruti. Donc, comme on n'est pas à un niveau minimum, vous êtes bloqué ici. Hein. Je vous dis, je trie les gens qui ont le privilège de venir regarder nos lives. Si vous n'êtes pas capable de faire de commentaires pertinents, vous dégagez. Sinon, on va vous dégager. Et je trouve que les modérateurs, soyez plus rigoureux que ça, je vous en prie. J'aime pas voir des commentaires débiles comme ça sur mon champ de vision parce que ça me déconcentre. Parce que l'abruti prend toujours mon attention. Donc, faites en sorte que dès que quelqu'un commente un commentaire comme ça, il disparaît immédiatement dans la seconde où il a fait. Voilà. Donc, quand c'est un commentaire sur ma personne, c'est pas la peine qu'il monte. Quand c'est un commentaire qui remet en question ce que je dis, vous le faites monter. Mais s'il commente ma personne, c'est qu'il n'a pas vraiment d'idée à défendre. Voilà. Donc, je disais que il faut être capable de dire je n'ai pas voté pour lui, mais il a gagné et c'est ma responsabilité des citoyens de défendre la vérité du scrutin. Et c'est cela l'éducation politique. Et un peuple réduit à soutenir la fraude est une pièce à conviction sur l'échec de Mbia dans sa mission d'éducation. L'éducation politique, c'est comprendre que la démocratie n'est pas un clan, mais un cadre moral commun. Sans éducation civique, la société se fragmente en tribus méfiantes, vivant dans un climat de substitution comme des chiens en faïence. C'est exactement le cas entre les Mbami et les Mbulu. Le philosophe John Dewey, qui est un père des pères du pragmatisme, que vous savez, qui est si cher à ma façon de voir les choses, hein. Je suis stoïcien et pragmatiste plus souvent des deux côtés. C'est pour ça d'ailleurs que mes débats, je les mène toujours de façon stoïcienne et pragmatiste. Quand les gens viennent avec des idées qui sont lunaires, les ramener sur terre, c'est du pragmatisme. Qu'est-ce que ça fait concrètement dans la pratique? C'est ça qui m'intéresse, tout ce que tu me racontes là. Dans la pratique, qu'est-ce que ça fait concrètement? Le franc CFA est une mauvaise monnaie. Concrètement, dis-moi pratiquement ce que le Nigérian, lui, peut faire avec son Naira, que le gars qui a le franc CFA ne peut pas faire. C'est comme ça que je vais constater les méfaits du franc CFA. À ces questions-là, personne, je dis bien, personne n'a jamais répondu. Et s'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut le faire, il est invité à monter. Donc, je continue. John Dewey, justement, disait, la démocratie doit être née à nouveau à chaque génération. Et l'éducation est sa sage femme. Ça veut dire que chaque génération doit faire renaître l'idée de la démocratie au travers de l'éducation. Quand vous vous éduquez, vous devez remettre en question la démocratie dans le but de l'améliorer. C'est pour ça qu'on a eu des gens qui, dans une certaine époque, considéraient qu'un homosexuel, on devait le jeter d'une falaise. Et puis, d'autres personnes, en revoyant les définitions de la démocratie, sont arrivées à la conclusion qu'on doit même les autoriser à se marier. Et ce qui est bien. Moi, j'étais de ceux qui étaient contre, hein. Mais j'estime que ça ne m'enlève rien. Ma vie n'a pas changé en France parce que les homosexuels se marient. Ça ne m'a rien enlevé. Au contraire, quand on avait autorisé le mariage en 2012, je gagnais le quart de ce que je gagnais. Donc, je suis désolé, ça n'a rien changé sur ma vie. Tu comprends? Au contraire, ça a rendu des gens qui, d'ordinaire, étaient frustrés de ne pas avoir les mêmes droits que les autres, qui vivaient dans la même société que nous, qui participaient à construire et à développer cette société au même titre que nous. On leur avait privé de ce droit parce qu'ils étaient différents de nous. Au contraire, on a réglé une injustice. C'est pour ça que John Dewey disait que la démocratie doit être née à nouveau à chaque génération et l'éducation est sa sage femme. Le problème chez nous, c'est que les sages femmes qu'on appelle l'éducation, on les a pris, on les a mis en prison. Et donc, l'éducation qu'on a, ben, en fait, il est mort et on n'a rien fait. Voilà, on n'a pas régénéré, on a toujours le modèle archaïque des ancêtres. Et ça, c'est quand ça nous arrange, hein, parce que vous avez bien vu le préfet, là. Le préfet n'en a rien à foutre que le chef de village est un patriarche. Il s'est foutu de la gueule du patriarche parce qu'il défend un autre patriarche. Vous voyez où ça nous amène? Sans éducation, la démocratie devient un mot vide que chacun tord selon ses passions. C'est exactement ce qu'on voit tout le temps avec les sardinats. L'éducation aussi, chapitre 3, comme fondement de la morale. Pour Kant, la morale ne dépend pas des circonstances, mais de la raison pratique. Donc de la capacité à agir par devoir selon des principes universalisables.
Et quand d'ailleurs disait ceci, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est ce que l'homme véritablement éduqué. C'est ça, être l'homme véritable. C'est ça. Pardon, c'est ça que fait l'homme véritablement éduqué. Il agit selon ce qui doit être juste pour tous et non selon son humeur ou ses préférences. C'est pourquoi l'éducation morale est supérieure à la simple connaissance. Elle forge des consciences capables de choisir le bien quand bien même. Attends, qui c'est qui m'envoie? Putain, il y a des mecs qui bossent aujourd'hui. Je reçois un mail là et tout. Ok, super, blablabla. Ok, merci Baptiste. Il y a un gars qui bosse aujourd'hui, quoi. Bon, ben, oui, d'accord. Donc, elle forge les consciences capables de choisir le bien même quand le mal semble plus commode. Choisir le bien même quand le mal semble plus commode. Quand vous êtes Sardina, le mal, c'est de dire que le Conseil constitutionnel a parlé. Voilà. Donc il a raison. Il a raison, ça veut dire quoi? Je m'en bats les couilles. On a des éléments qui disent que c'est Chiroma qui a gagné. Rien à foutre, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Le mal semble commode. Le bien serait de défendre ce qui est juste. Le bien serait de dire, ah oui, c'est quoi tes preuves là? Ah ouais, c'est quand même troublant. Tu dis que les statistiques permettent de dire, là, bon Serge, je sais que tu es partisan Chiroma, je te fais pas confiance. Je vais quand même appeler les gars de ma famille qui sont statisticiens. Je vais scanner les pages de ton truc là. Je vais leur envoyer pour qu'ils me disent si le raisonnement qui est dessus est rigoureux et je vais revenir te voir. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut le bien non commode parce que ça demande une action de sa part, des efforts de sa part. Or, la plupart des JQ, c'est pas ce qu'ils font. Alors, tu dis n'importe quoi, bouffe, tu es intelligent, hein? Tu crois vraiment que tes démonstrations valent quoi? Ah, quand le conseil a déjà parlé, c'est fini. Ça, c'est choisir le mal commode au détriment du bien. Et donc, si on continue, un peuple éduqué ne se contente donc pas de réclamer des droits, il comprend les droits qui les fondent. Un peuple sans éducation morale réclame des libertés qu'il ne sait pas respecter. Et on a souvent l'habitude de voir ça ici, des gens qui montent sur notre panel, qui sont pour le putsch, qui sont pour Ibrahim Traoré, qui sont pour Vladimir Putin, qui sont pour tous ces animaux-là. Mais quand on leur coupe le micro, ça chiale. Ah, laissez-moi finir. Tu me coupes le micro, tu me coupes le micro. Alors que là-bas, non, on ne te coupe pas le micro, mon ami. C'est dans un goulag qu'on te met. Au Burkina Faso, pour avoir dit que tu n'es pas d'accord avec Ibrahim Traoré, c'est pas le micro qu'on te coupe, connard. C'est on t'envoie en guerre alors que tu as 76 ans. C'est ça que tu défends. Donc vous êtes là à chaque fois, vous demandez des libertés que vous n'êtes même pas capable de respecter pour les autres. Vous demandez pour vous ce que vous ne militez pas pour avoir. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on a appris avec stupeur que Braham Dakan, un des putschistes, des gentistes de la toile, est un sans-papier en France. Au point où il a vu la police, il s'est carapaté comme un vulgaire voleur. Braham Dakan a vu la police, il s'est carapaté comme un vulgaire voleur en France, qu'il déteste, alors qu'il défend, en France, sans papier, il a plus de droits qu'un Malien au Mali sous Assimi Goïta. Mais il dit que ça c'est bien pour eux. Non, je vais vivre dans un pays libre. Je ne veux pas qu'on m'arrête, parce que si il avait peur qu'on l'arrête, on le fout dans un camion direction Ouagadougou ou Bamako. Il avait peur de ça, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend là-bas. Il attend là-bas des stations bloquées, plus des livraisons d'essence, un pays dont l'économie est complètement asphyxiée, avec un endroit où il ne peut pas ouvrir sa grande gueule, même pour déplorer le fait qu'il n'a pas d'essence, il peut se retrouver à recevoir des montres. Il peut lire l'heure, le gars. Et non, il est bien sans papier en France. Mais Assimi Goïta, la démocratie, c'est le narratif occidental. Voilà les argumentaires. La démocratie, c'est le narratif occidental. De Gaulle aussi, il a fait le coup d'État, non? Mais attends, t'es en France. Voilà. Très bien. Donc, on continue. L'absence d'éducation crée la peur de l'autre. Le repli ethnique, la méfiance tribale, l'éducation au contraire va ouvrir, elle apprend à voir en l'autre un citoyen et pas un ennemi. Le stoïcien d'ailleurs Marc Aurèle disait, ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille. Voilà. Ce qui n'est pas bon pour ta maison ne peut pas être bon pour toi déjà pour commencer. Donc c'est tout bête. C'est la formule la plus simple du vivre ensemble. Aucun bonheur individuel n'est durable dans une société désunie. Vous ne pouvez pas être heureux quand les gens sont malheureux autour de vous. Vous ne pouvez pas être heureux quand les gens se détestent. Si vous êtes ça, vous êtes un psychopathe, vous êtes un malade mental, vous êtes un taré, vous êtes un timbré. Il faut aller vous faire soigner. Si vous êtes heureux dans la désunion partout, si partout où vous passez, vous aimez voir les gens se crêper le chignon, se casser la tête, vous êtes un taré, vous n'êtes pas un être humain normal, vous êtes une giclure. Conclusion du procureur, l'éducation au sens plein n'est pas un luxe. C'est la condition de la justice, de l'équité et de la morale. Elle ne consiste pas à remplir des têtes, mais à élever les consciences. Elle enseigne à penser juste, à vouloir le bien, même pour ceux qu'on n'aime pas, et à défendre le droit, même quand il ne nous avantage pas. C'est ce qu'on fait quand on défend Chiroma. Il y a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas spécialement Chiroma. C'est pour ça que vous ne connaissez pas mon sentiment vis-à-vis de Chiroma. Mais les Camerounais l'ont choisi. J'aime les Camerounais plus que j'aime Chiroma. Chiroma, c'est la volonté des Camerounais. Je dois défendre Chiroma. Ce raisonnement-là, ça, une giclue incapable de le faire. Il croit directement qu'on défend Chiroma parce qu'on l'aime trop.
Parce que subitement, il a servi Paul Biya pendant 25 ans, subitement on a dit, on l'aime bien. Non, que je l'aime ou je ne l'aime pas, ça n'a aucune espèce d'importance ici. Mon amour pour Chiroma n'a aucune importance face aux données. C'est ça que les statistiques vous ont expliqué cet après-midi. Que la parole du Conseil constitutionnel, la volonté de Mbia, les élucubrations des uns et des autres ne valent rien parce que les données pointent vers une même direction, c'est que c'est Chiroma que les Camerounais ont choisi. J'aime les Camerounais plus que Chiroma. Et donc, je vais défendre la victoire de Chiroma. Point à la ligne. Si j'ai la capacité, si j'ai les outils, j'ai les données qui me permettent de faire émerger la vérité, je le ferai. Ça ne veut pas dire que j'aime Chiroma. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est justement la capacité à défendre le droit même quand il ne nous... de défendre le droit d'une personne même qu'on n'aime pas. Elle enseigne à penser juste et comme je vous dis, et à défendre même le droit même quand il ne nous avantage pas. C'est-à-dire que quand je vous ai dit je peux très bien voter pour le Front National ou le Rassemblement National maintenant, mais c'est Macron qui gagne et on a Marine Le Pen qui veut voler l'élection de Macron. Je serai contre Marine Le Pen. Bien que ce ne soit pas contre mon intérêt. Mon intérêt, c'est que Le Pen gagne et qu'on renvoie quelques giclus dans leur pays, dont Bram Dakan, par exemple. Tu vois, des giclus comme ça, je serais le premier à les prendre moi-même pour les accompagner dans l'avion, pour qu'ils rentrent goûter le système qu'ils souhaitent pour leurs frères. Il y a une locution latine que j'oublie très souvent, qui ne me vient pas, il faut que je la retrouve, et je l'ai tout le temps. Vous devez subir vous-même la loi que vous avez faite. Vous ne pouvez pas vouloir une loi, mais c'est les autres qui subissent. Quand vous êtes en France, vous dites « je veux bien », alors que vous n'avez pas voté, vous êtes en train de vouloir une loi pour que les autres subissent. Moi, je serais dirigeant dans ce pays, je vois un Camerounais dans ce pays soutenir un dictateur là-bas, je prends le gars, je renvoie dans son pays direct. Je serais capable même de vouloir qu'il y ait un amendement de la Constitution pour ça, quoi. Qui fait que je puisse t'enlever la nationalité directement là, à l'instant tu es envoyé au Cameroun direct. Tu vas aller subir ce que tu veux pour les Camerounais. Un tel niveau d'humanisme n'est pas acceptable en 2025. Tu peux être dans un pays où ton droit est respecté, mais tu soutiens un régime qui bafoue les droits des autres, qui tue des gens, qui tire sur des gens, qui affame les gens. Alors que tu sais qu'ici, même si tu n'as pas l'argent, tu peux aller mendier quelque part. Tu vas au secours catholique, au truc populaire, ou je ne sais pas là, tu vas aller trouver de quoi manger. Ça ne sera pas terrible, mais tu ne mourras pas de faim. Ton organisme s'en fout. Ça ne sera peut-être pas bon pour la bouche, mais c'est suffisant pour te maintenir en vie. Ça dit quoi nous enlève carrément la liberté d'expression, là, M. Nengo? Non, la liberté d'expression, c'est, encore une fois, je te dis, la liberté d'expression n'autorise pas du tout. Tu n'as pas le droit de venir dire Adolphe H, c'était un type super chouette. Tu le dis, tu vas en taule. Tu sais ça, donc, c'est ça. Tu n'as pas le droit de dire que une fille qui est black, où elle a que derrière elle, on aurait dit une G-U-E-N-O-N qui passe. Tu n'as pas le droit de le dire. La liberté d'expression n'autorise pas tout. La liberté d'expression ne t'autorise pas à défendre pour les gens ce que tu ne subis pas. Ça s'appelle le premier principe. La liberté d'expression ne doit pas aller à l'encontre de l'humanisme. On dit souvent que la loi ne doit jamais se détourner de l'esprit de la loi. C'est la même chose. La liberté d'expression ne doit pas aller à l'encontre de l'humanisme. Le premier principe même de l'humanisme, c'est quoi? C'est vouloir à l'autre ce qui est bien pour soi-même et se refuser à l'autre ce que soi-même on trouve mauvais. La liberté de l'expression, pour moi, c'est non négociable. Ce principe-là, pour moi, est au-dessus du principe qui veut le respect de la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage, madame. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais quand ce que vous dites, les gens, les sardinats, là, ils ne sont pas simplement en train de dire ce qu'ils pensent. Ils se battent pour une injustice. Ils se battent pour qu'un type reste au pouvoir et affame un peuple. Ça a des conséquences, mon ami. Tous ces communicants-là, ils ont eu un impact sur la révolte. C'est de faire douter certaines personnes. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Tu soutiens un régime dont la population rejette. Et toi-même, tu ne vis pas au sein de cette population. Explique-moi le bon sens de ça, Flamme. Non. Je comprends absolument ce que tu dis, mais je veux dire... qui t'a enlevé peut-être la nationalité à quelqu'un parce qu'il a dit ça. Déjà, il faudra que la loi soit bien... Non, je te dis, si tu es humaniste, tu ne risques rien sur un pays que je dirige. Mais si tu es inhumain, incohérent, oui, tu risques beaucoup. Mais tu risques beaucoup. Ah, tu dis que Assimi Goïta est génial. D'ailleurs, c'est quoi ta situation en France là déjà? Ah, tu es sans papier? Même en jet privé, vous le renvoyez au Mali. Direct, on fait un exemple. Et on suit ta vie là-bas, quoi. On va voir comment tu lis là tous les jours. Les mecs qui vont rester en France, ils vont voir ce que c'est que ce régime-là en voyant toi qui défendais ce régime depuis la France. C'est facile de défendre la merde quand tu ne subis pas ça. C'est souvent ce qu'on dit aux mahométans français qui sont pour le mahométisme en France parce qu'il y a le droit français qui les protège. Parce qu'un mahométan en Afghanistan, c'est pas la même histoire. C'est vrai.
C'est facile de dire, non, je vis mon mahométisme purement, tranquille. Mais si tu vis en France, connard, c'est pas la charia qui régit la France. C'est la loi. Si la charia régissait l'Europe, Tariq Ramadan serait déjà liquéfié. Je rappelle que dans le mahométisme, l'adultère, moi-même, je serais plus en vie. Oh, Inch'Allah, heureusement qu'il n'y a pas la charia en Europe. Je serais là moi-même. Bref, Tariq Ramadan, mais, sauf que moi, je ne demande pas l'application de la charia, je suis contre tout ça. Mais Tariq Ramadan, c'est un mahométan. Il est pour l'application de la charia. Sauf que si l'animal vivait sous charia, il serait sous terre. Hein. S'il est encore musulman aujourd'hui, ça prouve que la religion n'a rien de sensé. Tariq Ramadan, tu es encore en vie maintenant parce qu'en Europe, c'est la loi des hommes. La loi des hommes s'en fout que tu ailles foutre ton sgeg dans la foufoune d'une meuf. Il faut juste qu'elle soit consentante. Si elle n'est pas consentante, tu vas en tôle et tu ressors tranquille. Tu vois, on te liquéfie pas, on te coupe pas le bras, on te coupe pas le sgeg. Tu vois? C'est ça la loi des hommes. Si la nana était d'accord que tu foutes ton zboob dans sa foufoune, tu n'aurais rien eu, mon ami. Tu n'aurais rien eu. Il n'y aurait pas eu de 100 coups de fouet, de cailloux, machin chouette. Tu vois? Tu es juste allé en tôle parce qu'elle n'était pas d'accord. Et que oui, je sais que chez vous, les mahométans, dans votre mahométisme, pas les mahométans, pardon, dans les textes mahométisme, le consentement, il est parfois accessoire. C'est très souvent accessoire. Je sais, vous avez quelques problèmes avec ça. Mais tu vois, nous, on n'est pas méchants. On t'a juste envoyé en tôle, connard. Tu vois? Mais si tu es encore pour la charia, je sais qu'il y a vraiment un truc dans ton cerveau qui ne va pas. Parce que si la charia, c'est un peu comme une dinde qui vit au milieu des végétariens et qui milite qu'on mange de la dinde à Noël. Non, sérieusement, si tu es encore mahométan, tu me fais penser à cette dinde-là. Elle vit au milieu des végétariens. Ça veut dire que théoriquement, elle ne risque rien. Hein? Personne ne va la découper pour la mettre dans le plat à Noël. Donc, les gars vont manger la salade, elle ne risque rien. Mais non, elle milite qu'elle veut elle veut l'application de Noël, elle veut qu'on impose la viande de la dinde le jour de Noël. C'est ça un mahométan qui a échappé à la mort grâce aux lois européennes et qui réclame la charia. Parce qu'un mahométan de base doit réclamer la charia. Non, mais non, Tariq Ramadan, tu dois être laïque maintenant. Tu dois arrêter d'être mahométan. Tu ne peux plus être mahométan. C'est fini. La logique, ça a un sens pour certains. Bon, je finis mon texte. Le père Mandela lui-même disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et surtout, c'est la seule antidote contre la barbarie de l'instant et la tyrannie des passions. Quand vous êtes éduqué, vous n'êtes pas un barbare. Ma seule barbarie, ça consiste à vous fumer, à vous massacrer, à vous humilier, à faire que quand vous remontez ici, vous repartez sans votre slip. Mais vous rentrez chez vous vivant. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans ce live. Mais quand vous êtes là, vous devez utiliser votre cerveau. C'est pour votre bien que je fais ça. Ce n'est pour rien d'autre. Je ne gagne rien à part que c'est pour votre bien. Je retrouve un peu l'enseignant que j'ai été à une époque. Je vous éduque. Et je tiens à conclure en disant que non, l'éducation, ce n'est pas ne pas insulter. L'éducation, ce n'est pas laissez-le finir, vous le coupez la parole, laissez-le finir. Non, ce n'est pas ça l'éducation. Parce qu'on a souvent ces abrutis qui viennent ici sur Internet, ils sont partisans du laissez-le finir parce qu'ils disent que la bonne éducation, c'est laisser l'autre finir. Mais quand vous allez leur donner la parole, ils vont parfaitement vous faire un argumentaire qui explique le pourquoi. Pour un vol de tomates, on doit mettre le pneu sur le cou du gars et le liquéfier. C'est quelqu'un qui va expliquer pourquoi Assimi Goïta, en tant que dirigeant souverain du Mali, a le droit d'en liquéfier 2 ou 3 au petit déjeuner le matin. Cette personne qui vient de dire